le son. Bonsoir à tous. On va commencer l'épisode de Imagilab numéro 4 par le petit édito traditionnel. Il existe de nombreux outils pour faire travailler l'imagination. La semaine dernière, on a parlé de l'un d'entre eux qui est sans doute le plus populaire, le cinéma. Mais mon outil préféré à titre personnel, c'est le jeu de rôle. Je parle d'outils car il y a une façon de concevoir un jeu de rôle. Des codes, des façons de faire. Quoi qu'il en soit, l'effet recherché est toujours le même. Faire plonger les participants dans un univers commun afin qu'ils puissent y incarner des personnages le temps d'un soir ou de plusieurs. On parle ici de connecter l'imagination de plusieurs personnes afin qu'ils puissent interagir ensemble dans une réalité fictive. Alors que le jeu de rôle était autrefois considéré comme une hérésie, une activité pour nerds dans des caves, aujourd'hui la réputation de la pratique est tout autre. De plus en plus de gens sont familiers de l'idée, et même si tous ne participent pas, beaucoup trouvent le principe fascinant. Mon sujet d'étude de ce soir est un rôliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Que ce soit sur table ou grandeur nature, il a su prouver que son imagination était vive. L'expérience n'en sera pour moi que plus riche. Il s'appelle Olivier, il travaille dans le secteur de l'audiovisuel et il est entre autres créateur du jeu de rôle EGN Ishural. L'Imagilab, mon laboratoire, n'existe pas vraiment. Je vais donc demander d'imaginer que tu te trouves dans une grande pièce enfouie. Là, je te le demande à toi, Olivier, mais les gens qui regardent peuvent se l'imaginer également. Une grande pièce enfouie, semblable à un cabinet de curiosité, si tu es familier du concept. Ouais. L'endroit est sombre, poussiéreux et inquiétant, mais il semble pas dépourvu de connaissances. Tu es assis sur un fauteuil qui te rappelle ceux des barbiers d'antan. Je suis à côté de toi, en train de préparer mes ustensiles. Le feu de cheminée est probablement la seule chose rassurante pour l'heure. Je suis Laurent Hamelot, je te souhaite la bienvenue dans mon Imagilab. La première question est la plus importante. Olivier, comment vas-tu ? Eh bien, je vais très bien. Je suis très content d'être là, ça fait plaisir. Et puis de pouvoir partager comme ça et de rencontrer quelqu'un du coup avec qui j'avais jamais. Voilà, on se rencontre en fait en même temps. Effectivement. Là aujourd'hui, donc c'est cool. C'est Nathan qui t'avait parlé un petit peu de moi, etc. Et du coup, on se retrouve ici. Donc ça fait plaisir. Voilà, je suis chez moi un peu comme tout le monde en ce moment et j'en profite justement pour avancer sur mes projets et sur ce dont tu parlais. Eh bien nickel. Bonsoir à Rudy, bonsoir à Lucky Poire qui nous ont rejoints. Nathan, que j'ai effectivement été le tout premier invité, la personne qui a inauguré ce petit format. Et c'est vrai que tu es la personne que du coup je ne connais absolument pas. Bonsoir Paula. L'invité de la semaine dernière, je le connaissais pas à titre personnel non plus, mais il avait une chaîne YouTube et du coup c'était un peu facile d'avoir plein d'infos. Là, je te découvre et c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Ok. Alors, Olivier, je sais de toi que tu travailles dans l'audiovisuel. Tu es rôliste, comme j'ai pu le dire dans l'édito. Tu es le créateur du jeu de rôle Ishural. On va avoir bien l'occasion d'en parler. Et donc ça, c'est ce que je disais. Pour la première fois dans l'Imagilab, tu es une personne que je connais pas du tout. Enchanté, Olivier. Dis-moi en plus, qu'est-ce que tu fais plus exactement dans la vie ? Alors, de manière générale, donc comme tu disais, je travaille dans l'audiovisuel. Je travaille en télévision, particulièrement, je suis technicien. Donc j'ai fait plusieurs chaînes de télé différentes, je suis intermittent, hein, donc j'ai des contrats dans différentes chaînes en fonction des périodes. Donc j'ai fait des chaînes de sport, des chaînes de news, etc. Du coup, globalement, voilà, je suis à la technique et j'aime beaucoup tout ce qui est aussi la fiction, etc., etc. Même si mon travail, c'est avant tout dans la technique et dans la télévision. Et après, dans la vie, beaucoup de jeux de rôle, beaucoup d'événements, de sorties. Je fais partie de toute une communauté sur Paris qui fait énormément d'événements et j'ai pu organiser aussi quelques soirées et quelques événements de ce type, des événements alternatifs, donc des soirées costumées. C'est toujours plus ou moins proche de la culture geek ou de la culture alternative. Ou du roleplay, beaucoup, parce que c'est beaucoup de soirées costumées, de choses comme ça. Autant te dire qu'avec le Covid, on a été un peu triste cette année, mais bon, c'est comme ça. Et donc, beaucoup de choses comme ça. De base, je viens du sud de la France. D'accord. Je suis né à Cannes et je suis arrivé à Paris il y a à peu près 5 ans. 5 ans, 6 ans, voilà, pour travailler. Et du coup, et puis petit à petit, je suis arrivé dans ce monde-là, même si j'y étais déjà un petit peu avant, parce que bon, j'étais déjà un peu un geek, enfin si on peut dire geek. Maintenant, geek, c'est devenu mainstream, mais voilà. Tu dirais quoi pour remplacer geek maintenant ? Remplacer geek ? Il n'y a plus tellement de mots en fait.
Ça dépend en fait. Ça dépend parce que finalement le geek c'est devenu mainstream, mais c'est toujours geek. En fait, même si geek à une époque ça voulait juste dire fan des technologies, de ce que j'avais vu, c'est vraiment ça voulait dire les gens qui étaient fans de. C'est plus les gens qui bricolaient leur ordinateur, etc. quoi. Après c'est devenu un truc tellement large que voilà. Aujourd'hui, je dirais que les gens qui sont encore un peu dans une culture de niche, qui est pas un truc qui est encore mainstream, c'est le monde alternatif, je dirais, les milieux alternatifs. Faudrait les appeler comme ça, je pense. Donc ça réunit plein de choses. Moi j'appelle ça l'imaginaire en règle générale en fait. Tout ce qui sort de la tête des gens et ce qui rentre en collision. C'est un peu la thématique de cette chaîne finalement, mais je me retrouve bien là-dedans. Ouais. Est-ce que tu as des projets sur du plus ou moins long terme, sans parler d'Ishural, autre chose que... Alors ouais, alors oui, alors beaucoup d'entre eux tournent autour d'Ishural de manière dérivée, mais je vais pas aller dessus tout de suite. Y a, alors, si tu veux pas trop en dire, tu n'es pas obligé. Hein. Ouais, c'est des projets assez personnels. C'est des projets assez personnels, mais globalement, je peux en dire quand même quelques-uns. C'est, je veux me lancer dans d'autres domaines que l'audiovisuel. Au niveau, l'immobilier en fait partie, d'autres trucs comme ça. Et j'envisage là dans les 5 prochaines années, peut-être un peu plus. Enfin voilà, ça va venir comme ça. Je compte voyager un certain nombre de fois aux États-Unis et peut-être qu'à terme j'irai vivre là-bas. Voilà. D'accord. Tout un programme. Oui, c'est un sacré programme. Ça fait pas mal d'années que j'y pense, que je prépare l'idée, etc. Mais j'en suis encore qu'au début, quoi. Tu y es déjà allé? Donc là, voilà. Et non, justement, je vais commencer. D'accord. Mais c'est un pays que j'aime beaucoup. Ok, c'est cool. C'est très cool. Ok. On va pouvoir commencer l'expérience. Alors, comme je te l'ai dit, pour l'instant, tu es juste assis sur un fauteuil. Il s'agit bien d'un fauteuil de barbier que j'ai récupéré on ne sait trop où, mais qui me sert justement pour pouvoir faire mes petites expériences sur l'imagination de mes invités. Que dis-je mes invités? Mes sujets. Tu es un sujet ce soir. Un sujet d'expérience. J'espère qu'il est suffisamment confortable pour que tu puisses profiter pleinement de l'expérience. Et là, du coup, je t'accroche des patchs sur les tempes. Puis je démarre une petite machine qui est devant moi, qui fait un espèce de petit bruit, un petit bruit de rouage, des petits claquements en fait, qui a l'air de s'exciter un peu, ça siffle un petit peu, etc. Donc le bruit de la cheminée est complètement couvert par ce petit son-là. Et en fait, à mesure que tu entends le bruit devient sourd et tu te rends compte que ta vision se trouble et peu à peu elle s'assombrit pour ne laisser place qu'à du noir total. Tu es effectivement tombé dans les vapes. Tu es tombé dans les pommes, mais tu te réveilles quelques instants plus tard dans un bar. Un très grand bar, un très beau bar, décoré de plein de néons. Il y a énormément de monde, il y a une quantité folle de gens. Il y a beaucoup de néons, il y a beaucoup de lumière très très criarde, les gens passent, parlent bruyamment, tout ça, et tu te rends compte que la population de ces gens-là, finalement, ça a l'air d'être des robots. Non, c'est pas des robots, ça reste des humains, mais ils ont des bras, des prothèses à la place des bras. Il y en a certains, c'est totalement des robots. Il y a des petits robots qui se baladent tout seuls. Oui, voilà, c'est une population assez cyborg. Ouais, tu fais le rapprochement au fur et à mesure. Ça te déconnecte complètement de ta réalité, mais voilà, tu fais ces petites associations-là. Et face à toi, il y a un homme qui fait bien 1m98, colossalement grand pour le coup, mais surtout colossalement musclé. Il a du coup autour des bras en fait des tatouages de serpents de partout. Et il a un œil tout rouge. Et il te regarde en mangeant. Il avait déjà fait la commande et tu te rends compte, tu as des souvenirs qui commencent à se créer, c'est des souvenirs qui viennent pas de toi, c'est un peu particulier. Et des souvenirs, et tu te dis, ah ouais, j'avais un projet. Ce projet, il s'appelle Ishural, en l'occurrence, et je devais en parler. Je devais en parler à quelqu'un qui s'appelle Léon Buckingham. Seulement ce Léon Buckingham, il accepte de recevoir des gens, que des gens à qui il fait confiance. Et du coup, tu as décidé de rencontrer la personne qui est en face de toi, qui s'appelle Groove. Et Groove, c'est ton contact pour rencontrer Léon Buckingham. Donc il te regarde en mâchant, et il a l'air de se méfier un peu. Quelle est ta réaction par rapport à ce mec-là? Comment tu réagis à cette situation?
Ma première réaction en le voyant arriver, c'est de me tourner vers le bar et de commander deux de leurs meilleures boissons. Ok. Et de lui dire que je lui offre le verre. Le barman qui est lui-même un cyborg a réussi à t'entendre malgré le brouhaha constant. On a l'impression que il arrive à entendre un petit peu tout partout, toutes les commandes et tout. C'est une vraie machine pour ça. Et il t'envoie une serveuse qui te ramène les meilleures boissons du truc, mais qui te coûte une belle fortune. Mais t'as l'impression que effectivement les crédits, c'est pas une monnaie qui t'est manquante. Et il te regarde et te dit, tu veux rencontrer Monsieur Buckingham? Oui. Mais lui J'aimerais beaucoup. Mais lui ne veut pas te rencontrer. C'est fâcheux. Ah. Il aimerait pour ça pouvoir te connaître un peu plus. Et là, quand il dit ça, il tend une espèce de tablette qu'il met devant toi. Il attrape tes mains avec force, donc il a vraiment de la poigne, et il pose tes mains sur la tablette. La tablette commence à générer un espèce d'hologramme devant toi. Et cet hologramme, il prend des représentations diverses, des représentations qui te parlent. En fait, il est en train de scanner, d'analyser ton esprit. Et la première chose que tu vois apparaître dans cette tablette, c'est quelque chose qui t'évoque un film qui pour toi a beaucoup d'importance. Donc c'est là où on commence la partie interview. Quel film pour toi a beaucoup d'importance, le ou les films? Alors, c'est encore une fois, je vais devoir un petit peu tourner, je vais devoir un petit peu réfléchir. Vas-y. Il y en a plusieurs, il y en a un certain nombre, et il y en a certains qui m'avaient beaucoup marqué. Et quand je suis sorti de mon BTS et que j'ai terminé l'audiovisuel, j'en ai un peu perdu de vue certains, alors qu'ils m'avaient quand même pas mal marqué. Mhm. Je dirais, je vais, c'est difficile. C'est compliqué. Je vais donner un film je vais faire un entre-deux. C'est-à-dire, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, qui pendant longtemps a été mon film préféré, et qui est assez, qui a un look de blockbuster, même s'il est un peu spécial, mais voilà. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Et il y a des films qui sont plus anciens, plus traditionnels, on va dire, entre guillemets, qui m'ont beaucoup marqué aussi. Et je vais prendre un entre-deux, en fait, qui est ni dans le cinéma totalement d'auteur, ni dans le blockbuster, etc. C'est un film de Nicolas Winding Refn. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs fois des prix au Festival de Cannes. Il est souvent connu pour Drive, D'accord. avec Ryan Gosling, qui a révélé Ryan Gosling. Donc c'est lui qui a fait Drive. Et le film qui m'a vraiment marqué, c'est Bronson. C'est un film donc avec Tom Hardy. C'est un des films qui a révélé Tom Hardy aussi. Et qui raconte l'histoire du prisonnier le plus violent d'Angleterre. Donc basiquement c'est un film de prison. Mais c'est un film de prison avec un cachet vraiment spécial, à la très orange mécanique dans l'ambiance. Il y a vraiment un côté orange mécanique, et il y a ce côté Nicolas Winding Refn, c'est un réalisateur qui fait des films très silencieux en général, assez très violents et très silencieux avec très peu de dialogue. Et ça, c'est son seul film où il y a beaucoup de dialogue et où en fait le personnage est une pipelette, mais c'est une pipelette, voilà. Enfin, c'est très spécial. Enfin, c'est très spécial. Ça dépend du public. Un public averti trouvera ça moins spécial qu'un public non averti. Mais ça m'a pas mal marqué. Et ouais, il y a un côté un peu clownesque. Le personnage principal, c'est une espèce de boule de nerfs ultra violente, mais qui est un peu clownesque en même temps et qui parle au public directement. Il y a le quatrième mur qui est brisé dans ce film-là, et où en fait il raconte sa vie comme un spectacle, comme un cirque, un peu comme si c'était un spectacle. D'accord. Okay. Et ouais, c'est un peu. Et ce réalisateur, de manière générale, j'aime bien sa filmographie. Voilà, donc ça, c'est. Je pense que il fait partie des personnes qui m'ont marqué. Et après, il y a d'autres films. Je peux enchaîner si tu veux sur des trucs qui parleront plus aux gens, je pense quand même. Tu peux, ouais. Le blockbuster dont je parlais, ou qui a un look de blockbuster, mais que certains considèrent pas comme un blockbuster, c'est Watchmen. De Zack Snyder, du coup, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment avec sa version de Justice League. La Snyder Cut. C'est ça. Donc Watchmen, quand je l'avais vu, j'étais assez jeune. C'était à sa sortie, en fait, un peu après sa sortie. Et ouais, ouais. Et encore aujourd'hui, c'est dans le monde des blockbusters, on va dire, des films à gros budget avec de spectacles qui veulent être avant tout du divertissement. Pour les films de super-héros notamment, dans la grande mode des super-héros, pour moi c'est un des meilleurs films. Après, il a des choses qui font qu'il y a des gens qui aiment pas du tout. Moi je sais que ouais, je
j'adore ce film-là. Et il y a beaucoup de gens dans le monde, notamment dans les gens qui aiment les animes, les otaku, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment aussi le film de Snyder, Watchmen, j'ai remarqué. Ouais. Et c'est son meilleur film d'ailleurs pour moi. T'avais lu le comics Watchmen avant ou pas? J'ai lu le comics après. Après, ouais. J'ai lu le comics après, et j'ai beaucoup aimé le comics aussi, qui est différent. Mm. Qui est différent, mais j'ai trouvé que le film m'avait marqué. Je trouve que c'était vraiment. Le film m'a beaucoup plus touché que le comics. Certains, on va me dire que c'est une hérésie, voilà. Mm. Et moi, j'ai jamais été un gros lecteur de comics et j'ai plus un lecteur de manga, Ouais. un peu plus. Hein. Et mais j'étais un gros consommateur de films et donc Watchmen, il m'a beaucoup touché. Et la série, tu l'as vu la série Watchmen? Non, je l'ai pas regardé. Ça m'a pas intéressé parce que peut-être que un jour je m'y pencherai. Parce que ce qui m'a plu dans le film Watchmen, en réalité, c'est parce que c'est Snyder qui a mis sa patte, en fait, vraiment. Parce que c'est un réalisateur qui j'adhère assez pas mal au style. Parce que d'ailleurs c'est son truc à lui, c'est le style. C'est vraiment lui, il est tout dans le style, quoi. Et donc ses premiers films, l'Armée des Morts, 300 puis Watchmen, c'était quand même, on sent qu'il était le mec, il est allé à fond, quoi. Il était dans son truc à bloc, et il avait été assez libre, plus libre qu'après quand il a commencé à faire Superman et tout. Où là, ça a baissé en qualité, quoi, clairement. Mais même si je trouve pas qu'ils sont mauvais, hein, ces films-là, mais c'est vrai que ça a baissé en qualité. Par rapport à un Watchmen, ça n'a rien à voir. Et par rapport à un 300, on sent qu'il n'y a pas il est pas dans son délire à 100%. Ouais, c'est ça, c'est que c'est plus un film, j'allais pas dire de Yes Man, mais presque ça, il y a tellement d'attentes autour de ce film qu'il faut prendre le minimum de risques, donc les producteurs, ouais, ils font en sorte que ça rentre dans les clous, quoi. Bah c'est des films qui sont prévus pas pour des mecs qui ont des visions à eux, s'il faut que ce soit des exécutants, Marvel l'a bien compris d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est souvent ça, et puis c'est le problème le cinéma aujourd'hui, c'est des studios, c'est des entreprises tellement massives et des obligations. C'est une machine tellement énorme. Les films qui sortent, les films de l'été, etc., et les films comme ceux-là, que du coup, c'est le système fonctionne d'une telle manière que c'est très dur d'avoir une personne qui a la liberté créative totale sur le projet et qui peut faire ce qu'il veut. C'est corrélé avec la taille des projets, en fait. En ça, la Snyder's Cut, justement, elle peut être intéressante parce que moi je sais pas du tout à quoi m'attendre, en fait. Et, ça peut être drôle, ça peut être bien fait. Ouais, c'est ça, je t'avouerai que moi non plus. Je suis assez. C'est un peu. En plus, quand je tombais sur des infos comme ça, j'allais voir un petit peu, même si j'étais beaucoup plus à fond sur ce que faisait Snyder il y a 7 ans, 8 ans, avant qu'il fasse tout ça, que maintenant. Maintenant, je suis beaucoup moins. Mais comme j'ai cliqué quelques fois sur 2-3 articles, etc., Facebook, tu sais ce que c'est maintenant, hein, il te balance tous les trucs après, voilà. Du coup, je reçois pas mal de. À chaque fois qu'il y a une news à ce propos, je reçois le truc sur le Snyder Cut, tu vois. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu le bordel. J'ai l'impression que c'est un peu le bordel, ce truc. Mais ça peut être bien. Ça peut être bien parce que moi, je sais que Snyder, quand il a un bon scénariste, des bonnes personnes pour le conseiller en termes de scénario, et qu'on lui laisse la liberté visuelle et la liberté de réalisation pure, ça fait des trucs géniaux, en fait. Ça fait des trucs géniaux. Snyder, il faut pas le laisser écrire tout le scénar lui tout seul. Ouais. Il est pas très bon scénariste. Sucker Punch c'était bien, mais j'ai bien aimé, mais je comprends que les gens aiment pas parce que c'est particulier, Sucker Punch. Spécial. Donc je pense qu'il est pas excellent scénariste. Mais quand par contre tu as un bon scénario un peu dark, un peu violent, et tu le mets à la réalisation, le mec ça y est, quoi, il explose tout, quoi. Donc à voir, ça peut être bien, ça peut être sympa. On verra ça. Il y a des trucs cool. Je sais pas trop quand, mais on verra ça. Je sais pas quand est-ce que ça sort, mais on verra. Et le troisième, juste pour le mentionner vite fait, après on verra si on a le temps, mais en gros le troisième film que je voulais mentionner, j'ai fait l'entre-deux, en entre-deux, j'ai fait le film un peu plus mainstream, un peu plus blockbuster. Et le troisième, dans les films qu'on peut qualifier de film d'auteur, qui est très connu, un classique du cinéma, ce serait Apocalypse Now, je dirais. Voilà. Qui est, qui pareil m'a marqué assez fortement.
c'est un peu à égalité entre Apocalypse Now et Blade Runner en fait. Il y a un peu, c'est un peu, je saurais pas dire lequel des deux m'a le plus touché. Et ça c'est des classiques, c'est des classiques absolus quoi. Donc Que j'ai pas vu Apocalypse Now. On en a beaucoup parlé. ouais. Je sais qu'il est très iconique dans la pop culture, juste l'image, Ouais. titre et tout ça, mais toujours pas vu. Ouais. Globalement, il y a un truc, c'est que si je conseillerais de voir ces films-là, l'intérêt de ces films-là aujourd'hui, de les voir, c'est c'est une manière totalement différente de consommer le cinéma en fait. C'est tu vois, c'est déjà s'il y a bien un truc pour moi qui sépare entre le cinéma dire encore c'est pas peu de temps en fait, mais entre le cinéma populaire d'aujourd'hui et ce qu'on pouvait trouver de populaire à l'époque, même s'il y a toujours une différence entre cinéma d'auteur et cinéma mainstream, c'est que à l'époque, c'est encore le cas dans les films d'auteur d'aujourd'hui, mais à l'époque il y avait des films à grand public qui prenaient leur temps en fait. Enfin, c'était plus commun d'avoir des films qui prenaient leur temps. Et moi, quand je vois tous ces films-là, un film comme Apocalypse Now ou un film comme Blade Runner, les deux qualités principales, et c'est ce qu'il y a chez Nicolas Winding Refn aussi, c'est pour ça que j'aime, c'est des films qui prennent leur temps en fait. Il y a des lenteurs en fait. C'est long, ça s'étire. Et il y a des films aujourd'hui qui font ça. Et on s'en rend compte quand on les regarde. Ils ont en général, quand il y a des films comme ça qui sortent, ça fait des choses, ça a des succès fous et tout le monde en parle, etc. Joker, c'est l'exemple le plus récent que je vois dans les films vraiment qui ont explosé, qui sont super populaires. C'est un film qui prend son temps. Oui. Les passages où, je sais pas si tu l'as vu. Ah si, bah si. Voilà. Je vais pas spoiler, mais en gros il y a des passages où le Joker il a fait des trucs, je vais pas vous dire quoi, et il se retrouve que dans un endroit un peu fermé et il se met à danser comme ça. Et il y a plein de moments dans le film comme ça où on prend notre temps en fait, où en fait l'action s'arrête et il y a un moment comme ça de lyrisme pur, un peu qui peut être un peu dérangeant, etc. Et en fait tous ces films là, c'est des films qui ont ça en fait. Et moi je trouve ça génial en fait. Enfin, c'est ce qui fait les meilleurs films. Ouais. Et pour la petite anecdote, alors je sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui, apparemment la scène effectivement où il se met à danser dans cette pièce confinée qui est je crois, des toilettes publiques, c'est ça? Il y en a un dans les toilettes publiques et puis il y en a un autre endroit à un moment, je crois. Il le fait plusieurs fois. Ouais, moi là je parle spécifiquement de celle dans les toilettes publiques. Apparemment en fait il avait improvisé. Joaquin Phoenix avait complètement improvisé et que je trouvais ça trop cool. Ouais, mais c'est ça c'est des choses géniales. Et souvent, tu as des trucs comme ça dans ce genre de film. Dans Le Parrain, par exemple. Donc Le Parrain, tout le monde, même ceux qui l'ont pas vu, tout le monde connaît de nom, avec Marlon Brando et la fameuse scène avec le Parrain, quoi. Ouais. Et il y a une scène. Alors, peut-être que c'est une fausse anecdote, mais de ce que je sais, c'est normalement une vraie anecdote. On pourra me dire si j'ai tort, mais en gros, le chat, le fameux chat que tout le monde, le cliché du chat avec le parrain qui a un chat et qui caresse un chat, etc. En fait, ça a été improvisé. C'est comme ce que tu dis, comme Joaquin Phoenix qui improvise ses mouvements et sa danse. Il y avait un chat sur le tournage qui se baladait. Et Marlon Brando, il a pris le chat et il s'est mis à le caresser, etc. Et ils ont gardé les prises en fait avec le chat. Et c'est cultissime, c'est en plus. Il y a plein de références à ça dans la pop culture en règle générale. Le chat sur les genoux du méchant. C'est ça. J'en profite pour remercier du coup Wimis qui nous a rejoint. Merci pour le petit. Et juste du coup je demande au chat, est-ce que c'est bon pour le son? Est-ce que niveau qualité du son, que ce soit Olivier ou moi, tout est clean? Vous me dites. Bon, a priori ils ne se sont pas manifestés pour me dire que non, donc ça doit être bon. Mais on sait jamais. Ouais. N'hésitez pas à nous dire. Parfait, bah nickel. Alors on a parlé de Zack Snyder comme une personne qui t'inspire pour le coup. Est-ce que tu en aurais une autre ou d'autres à me citer, des personnes qui t'ont inspiré dans tout ce que tu fais aujourd'hui? Alors, donc j'ai parlé un peu de réalisateurs américains, donc voilà, Refn, Snyder, tout ça. Ça c'est des réalisateurs. C'est vrai que c'est une petite partie de l'iceberg, comme on dit. Parce que des gens qui nous influencent, on en a fou. Il faut que je dirais en France, je vais parler un peu de gens moins voilà, des trucs moins lointains, plus proches de nous. Je vais parler un peu de 3 youtubeurs français. Un peu parce que quelque part, comme ça fait tellement longtemps que je les regarde en fait et que je les suis, forcément ils ont influencé un peu mon humour, un peu les trucs que j'aime, etc. Obligatoirement.
et donc ils font partie d'un peu de ma vie quand même, donc c'est normal d'en parler. Donc il y a en fait, je pense que c'est des gens que tu suis aussi. Il y a le joueur du grenier. On en a parlé la semaine dernière aussi. Ouais. Vous en avez parlé. C'est un peu la seconde ligue de YouTube en fait, du YouTube français en fait. C'est les gens qui sont pas au premier plan du premier plan du premier plan. C'est pas les Squeezie, tous ces gens-là. Ouais. C'est des gens qui sont un peu moins sur le devant de la scène, mais qui durent en fait. Et donc il y a le joueur du grenier. Et moi je sais que j'ai pas mal grandi avec Bob Lennon quand même. Ouais, pareil. C'est un bon. Il y a plein de gens qui aiment pas Bob Lennon parce que c'est un délire. Mais moi j'adore, moi j'aime beaucoup parce que c'est peut-être parce qu'il a un peu le même humour que mes parents en fait. J'étais éduqué un peu dans le même genre d'humour que lui, même genre de voilà. Du coup, et je pense que ça a quand même forgé pas mal de trucs et beaucoup des délires que j'ai aujourd'hui, des choses qui me font rire dans les jeux de rôle, etc. C'est beaucoup de type d'humour noir ou d'humour un petit peu rétro qu'en France en tout cas. On le sent beaucoup chez ces youtubeurs là en fait. C'est chez toute cette. Il y a Benzaï aussi. Il y a qui d'autre que j'aime bien. Dans les plus anciens, si ouais, il y avait toute cette clique là. Je trouve que les noobs ça fait partie du même un peu du même. Ouais. C'est des gens qui sont beaucoup plus du côté geek que les youtubeurs qui sont sur le devant de la scène en fait. C'est vraiment la partie la plus alternative ou imaginaire en fait qui colle au monde de l'imaginaire dans le monde de YouTube que ceux qu'on voit le plus on va dire. Et puis bon ça nous rajeunit pas de dire ça mais c'est un peu les vieux de YouTube aussi hein, pour le coup. C'est vrai. C'est vrai. Quand mais on commence, enfin je sais pas quel âge tu as mais on commence à être vieux peut-être. Hein. Moi j'ai 25 ans cette année. Donc ça va. Je sais pas quel âge toi tu as. Moi j'ai 26. On est à un an d'écart, on est à peu près le même âge. Donc on se fait effectivement vieux, mais ça va. Ouais, on me dit Diablo X9, ouais, là c'est vraiment le vieux. C'est pareil. Diablo X9, ouais, ça c'est ça. J'ai jamais suivi cela par contre. C'est du gaming pur, ouais. Plus, du gameplay pur, plus compète. J'ai moins suivi. Je crois que c'était de la compète. Hein. Diablo X9, c'est vraiment la partie compétitive de ça. Et donc ouais, il y a de ça. Et puis peut-être autres personnes qui m'ont influencé. Ça c'est plus sérieux, donc je vais pas m'étaler dessus parce que voilà, c'est pas le but de la soirée. Beaucoup certains philosophes, etc., plus ou moins récents, autres qui parlent. Ça y est, il va endormir l'assistance. Non, je rigole. Des trucs un peu, des sujets un peu plus sérieux, mais c'est des gens qui parlent de philosophie, de moralité, aussi d'histoire et de trucs comme ça. Que j'aime beaucoup. Je vais pas mentionner parce que les philosophes, il y a toujours des gens qui, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, donc je vais pas, voilà. Mais j'ai des gens comme ça que j'aime beaucoup. Et puis, c'est pas mal. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a certainement d'autres que j'oublie là. Hein. Bien sûr. Super important. Et puis à un moment, je vais me dire ah ouais, mais j'ai pas pensé à celui-là. T'as pas cité Alexandre Astier. Je m'attendrais à ce que tout le monde le cite, mais non, même pas. Non. Alors non. Alors. C'est bien qu'on en parle. On a dit qu'on parlait pas politique. C'est bien qu'on en parle. On parle. J'ai pas parlé. Non, je sais. Non, mais Alexandre Astier, c'est un sujet politique. Je suis désolé. Non, mais non, au contraire, vas-y. Il a dit c'est pas faux. Je vais aborder un petit sujet qui est mais je vais pas développer quoi. Vas-y. En gros, Alexandre Astier, en fait, Kaamelott, j'avais à peine regardé au début. Voilà, pendant des années, je tombais dessus de temps en temps, mais je m'en foutais un peu. Ça me touchait pas vraiment. Et en fait, j'ai bien vu qu'il y avait tout un truc autour d'Alexandre Astier qui se créait, etc. J'avais vu l'exoconférence que j'avais trouvé vraiment bien. J'avais globalement tout ce que j'avais vu de lui, j'avais trouvé que c'était bien. Et les quelques rares épisodes que j'avais vus de Kaamelott, j'avais trouvé ça bien aussi. Tu vois, c'était drôle. J'avais vu que les épisodes avant que ça devienne sérieux. Et bon, après, j'ai eu un peu ce syndrome de moi, j'avais pas trop suivi Kaamelott et le fait que tout le monde est à fond dedans, H24, avec les références partout, ça m'avait un peu saoulé. C'était un peu en mode oui, bon, votre truc Kaamelott, j'ai compris, tout le monde kiffe, etc. Bon, moi, j'ai pas le temps, je verrai, voilà. Je les ai regardés l'an dernier. Je les ai regardés au confinement. Premier confinement, c'est là que je me suis fait tout Kaamelott. Et c'était très bien, très bien, super. Donc Alexandre Astier, c'est très bien qu'on ait quelqu'un comme ça en France parce que ce qu'il crée, c'est très bien. Vraiment, c'est vraiment super. Et ça apporte du vrai, du neuf, quoi, vraiment. Donc c'est cool. C'est super. Après, il y a un truc
c'est que Alexandre Astier, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont un peu en adoration en fait et qui voilà, c'est le génie français actuel parce qu'on a tellement peu de gens qui font des choses que voilà, mais Alexandre Astier, voilà, c'est pas Dieu, c'est pas voilà, il est pas voilà, moi j'adore quand quand il crée des choses. Voilà, l'Exo-Fréquent c'est super, à Camelot c'est super. Il y a des sujets par contre où quand il en parle, tu vois qu'il connaît pas, qu'il comprend pas de quoi il parle en fait. Il est comme tout le monde, il est faillible. Et quand j'ai vu plein d'interviews de lui où il y a des sujets où j'adore l'écouter parler parce on sent qu'il est instruit sur ces sujets-là, la musique, le cinéma, sur plein de trucs. Et il est très instruit. Il y a des sujets par contre où on voit qu'il y connaît pas grand chose et voilà, il dit un peu des bêtises quoi, notamment quand il parle de religion, etc. Mais après c'est pas quelque chose de comme tout le monde, tu vois. C'est pas voilà, mais c'est vrai qu'il y a un peu les gens ils sont en adoration de voir Alexandre Astier. Les gens c'est un être humain comme tout le monde. Hein. Il a des choses sur lesquelles il est très doué et c'est vrai que c'est super ce qu'il fait. Mais après derrière, il a pas raison sur tout et sur tout et n'importe quoi non. Non, bien sûr, oui. Bah, c'est un peu le problème qu'il y a avec beaucoup de personnalités, cette espèce de façon de gouroutifier, je sais pas si ça peut se dire, mais de sectariser quelqu'un, de le mettre sur un piédestal à tel point qu'on n'écoute que lui. Après, j'ai bon espoir quand même que le public d'Alexandre Astier, et c'est peut-être très très naïf de ma part, mais que le public d'Alexandre Astier, justement, a suffisamment de recul pour ne pas le percevoir, de pas prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant, quoi. Je pense que globalement les gens de son public qui sont je pense les gens du monde artistique qui l'apprécient, donc ils font un peu le même métier que lui et qui le suivent et tout, c'est des gens, ça se sent que c'est un mec qui s'entoure de gens intelligents globalement, il doit pas être après les gens un peu voilà où ça vole pas haut, je pense qu'il doit s'ennuyer avec, enfin ça se sent qu'il est tu vois qu'il est un peu comme ça, donc et son public je pense globalement est voilà, tu vois, globalement, c'est des gens intelligents. Après, son public est très large aujourd'hui. Aujourd'hui, son public, le public d'Alexandre Astier, c'est vaste, hein, c'est très 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 vaste. Donc dedans, il y a de tout, quoi. Je pense qu'il y a des gens très intelligents, comme il y a des gens qui, je ne veux pas dire qu'ils sont bêtes, mais qui doivent l'idéaliser un petit peu trop. Mais comme on idéaliserait n'importe quel être humain, et comme moi, j'idéalise certainement certaines des personnes que j'apprécie, quoi. Et puis globalement, Alexandre Astier, ça a l'air d'être un gars super. Hein, c'est pas du tout un jugement de humain, quoi. L'un des objectifs aussi d'Imagilab, c'est d'un jour peut-être l'avoir à ce micro-là. Oui. J'adorerais. À mon avis, à mon avis, il a autre chose à faire pour le moment, surtout que j'ai que 50 followers, donc pour l'instant, c'est pas ce qui compte le plus en termes de promo. Mais tu ne montreras pas cette vidéo du coup. Peut-être qu'il la verra. Oui, peut-être qu'il est déjà dans le chat. En plus, j'adore ce qu'il fait, moi. Hein. Moi aussi, j'adore ce qu'il fait. Qu'est-ce que je lis là dans le chat? Je lis Camelot, c'est sympa, j'en suis sûr, j'en suis au livre 4, mais ça me paraît surcoté de ouf. Ah, je suis un peu d'accord, dit Fascinance. Ouais, il a peut-être pas tort, je dirais que le début est surcoté, mais c'est vrai que la fin, moi aussi je pensais que c'était surcoté avant de regarder, et j'étais un peu, voilà. Je pense, non, c'est pas surcoté. Vraiment, là, faut rendre, voilà, rendons à César ce qui est à César, c'est vraiment, vraiment bien. Vraiment, c'est vraiment très, 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 très. Bah, ouais. Moi, les 2 dernières saisons, je les trouve vraiment géniales pour le coup. Là où il y a beaucoup de gens qui ont lâché. Spoiler, je suis Alexandre Astier, dit Lucky Poire. Je te connais, Lucky. C'est ça, non, c'est très, très, très bien. Camelot, c'est vraiment bien. Moi qui étais un gros sceptique avant de m'y mettre, mais qui me suis mis après tout le monde, et qui était en mode ouais, attendez, je vais regarder et je vais vous dire si j'aime. C'est vraiment, vraiment très bien. Et bah. Fascinant, c'est dans le chat. J'espère que tu entends ça pour qu'on se les fasse tous ce week-end. Voilà. Fascinant, ce qui est ma conjointe et qui est dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a un jeu vidéo maintenant qui apparaît sur cette tablette holographique? Un jeu vidéo particulier? Alors, ah là là, les souvenirs. Alors, du coup, un jeu vidéo. Alors, il faut que je choisisse bien. Il faut que je choisisse bien. S'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, hein. C'est pas grave. Il y en a plusieurs. Il y en a certains que j'ai fait à moitié avec des amis quand j'étais jeune et que j'ai jamais fini complètement, mais qui m'ont quand même marqué beaucoup. Mais je vais sortir des jeux qui sont assez récents pour mon âge en fait, parce qu'il y a des gens de mon âge qui ont joué à des jeux, qui ont des jeux qui les ont marqués, qui étaient plus vieux. Je dirais celui où j'ai passé le plus de temps. Et où j'ai vraiment, où j'ai passé le plus de temps et où j'ai eu un sentiment d'accomplissement le plus grand, Fallout 3.
Fallout 3, ce qui est paradoxal parce que j'aime pas trop le post-apo. Ah ouais? Paradoxalement, pas un grand fan du post-apo. Alors j'aime, c'est cool le post-apo. Comme tous les gens, j'aime le post-apo, mais comparé aux autres trucs, j'aime moins. Hmm. Mais Fallout 3, c'est en fait c'est vraiment c'est le type de post-apo, c'est ce qui me réconcilie avec le post-apo en fait. C'est vraiment le jeu Fallout 3, il m'avait alors j'avais pas joué au jeu précédent. Au jeu de l'époque, donc j'ai pas pu avoir la comparaison et être déçu potentiellement de choses qui avaient changé. Donc j'ai vraiment Fallout 3, c'est ma première expérience de Fallout, donc je suis de cette génération là quoi, donc qui arrive un peu après. Parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient pas mal déçus des Fallout quand ils sont devenus en 3D comme ça, quand ils sont devenus faits par Bethesda. Mais ouais, j'ai passé beaucoup de temps et ouais, j'ai vraiment j'ai adoré ça. Et si ça avait pas été Fallout, le hasard a fait que ça a été Fallout 3 qui m'est tombé dans les mains, mais ça aurait pu être Oblivion, et si ça avait été Oblivion, ça aurait été Oblivion en fait. Ouais. C'est ce côté très libre des RPG à la Bethesda en fait. Moi c'est les deux. Oblivion, Fallout. Voilà, toi que Skyrim, pour moi c'est le même, c'est des trucs, c'est des jeux absolument géniaux. Et si je devais donner un jeu, il y a celui-là, ça c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, mais après en termes de fond, j'ai pas forcément peut-être plus de choses à dire. Bon, peut-être, on verra. Mais j'ai quand même envie d'en mentionner deux autres qui sont importants. Si celui de l'enfance, celui vraiment de celui, et ça va réveiller, je pense, les gens. Enfin, ça va, voilà. Medieval. Medieval. Je connais pas. Medieval. T'as pas joué à Medieval? D'accord. Medieval, je pense qu'une partie des gens qui aujourd'hui ont une adoration pour Halloween, et tous les gens qui sont devenus des gothiques, qui sont devenus qui sont devenus des gens du monde alternatif ou quoi, ou des métalleux plus tard, ou faire du jeu de rôle ou quoi, je pense qu'il y en a une bonne partie qui petit ont joué à Medieval. Je pense qu'il y en a une bonne partie on a dû leur mettre Medieval entre les mains, et soudainement c'est l'amour des citrouilles, des squelettes, des morts vivants et des trucs. C'est vraiment ce jeu, je trouve que c'est la quintessence d'Halloween en fait. C'est le jeu d'Halloween littéralement. Et en fait c'était un jeu sur PS1, donc c'est un peu plus vieux, où tu jouais un squelette, un chevalier qui affrontait un méchant sorcier, etc. Un chevalier qui revenait d'entre les morts. Du coup, c'était un squelette avec un œil, et c'était très cartoon. C'était ça me parle. C'est vraiment l'esprit d'Halloween pur, tu vois. Et donc Medieval pour ça. Et il y en avait un troisième que je voulais à tout prix mentionner. Oui, Mass Effect. Voilà. Mais Mass Effect, l'expérience que j'ai avec Mass Effect, elle est très différente. C'est qu'en fait, je l'ai regardé en let's play. D'accord. C'est là que c'est le seul des trois dont je parle, donc que j'ai regardé en let's play, et c'est une des expériences de jeux vidéo qui m'a le plus marqué, alors que je n'y ai pas joué. C'est ça que le plus fort. J'y ai joué après. Mais je l'ai découvert en let's play, et c'est que t'es comme un film pour moi. Enfin, genre c'est vraiment donc ouais, c'était pas mes choix, mais en fait. Je sais pas, c'était pas moi qui faisais les choix sur le truc, mais c'était comme si je visionnais un film en fait. Et l'univers de Mass Effect est fou. Enfin, ça m'a pas mal inspiré pour certains trucs d'ailleurs. Je colle moins à la SF moi en règle générale, donc je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que c'est un gros monument pour beaucoup de monde. Là, The French Paula qui réagit, Mass Effect, ça c'est bien. Ouais. D'ailleurs, The French Paula qui a posé une question très intéressante. Est-ce que t'as déjà pleuré, donc lui il le dit comme ça, mais est-ce qu'un film ou un jeu t'a déjà ému, presque aux larmes, peut-être aux larmes? Ah oui. Moi ce serait La Ligne verte, mais alors je saurais pas te dire lesquels parce que il y en a. Il y en a, ouais, c'est les films aux larmes. Je suis une pleureuse, je suis un pleureur. Je pleure beaucoup, donc c'est facile de me faire pleurer devant un film ou devant un truc. Donc il y en a eu beaucoup qui m'ont fait venir les larmes. Je dirais, il y en a un auquel je pense. Mais j'ai peur de dire oui, voilà, il y en a un auquel je pense qui m'a fait pleurer. Alors là, ça va probablement rien dire à personne dans le chat, mais c'est un film ancien. Alors pourquoi je dis pas vieux film? C'est parce que j'avais un prof de ciné. Il me disait toujours ne dites pas vieux film. Il n'y a pas de vieux film, il y a que des anciens films. Donc voilà, vieux film, ça ne se dit pas. Du coup, ça m'a traumatisé, donc je dis ancien film. C'est un film qui s'appelle Les Enfants du Paradis. C'est un film français. C'est en noir et blanc. Ça a été fait dans les années
Alors je vais risque de dire une bêtise. Je sais pas si c'est les années 60 ou 50, je sais plus. Ça s'appelle Les Enfants du Paradis et les dialogues ont été écrits par, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Marcel Pagnol qui a écrit les dialogues. Et c'est un film. Franchement, là, les quelques films que je vous cite, je vous ai cité Apocalypse Now, je vais citer Blade Runner, je vous cite ça. S'il y a des vieux films qu'un jour vous voulez regarder, regardez ces films-là parce que c'est des trucs de fou. Les Enfants du Paradis, c'est une histoire. J'ai oublié une partie de l'histoire d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je l'ai vue. Ça m'a fait pleurer, pour répondre à la question du coup. Ça m'a fait pleurer comme une madeleine. C'est les meilleurs dialogues que j'ai entendus de ma vie. Film français, et les meilleurs dialogues de toute ma vie. De tous les films que j'ai pu voir, etc. C'est beau de ouf. Et dans ces anciens films-là, vraiment, on peut trouver des trucs qu'on trouve plus aujourd'hui, en tout cas, surtout pas dans le cinéma hollywoodien, quoi. Et c'est des trucs où voilà, tu pleures, quoi. Et pourtant, attention, hein, j'ai presque pleuré devant Endgame, tu vois. Pas que, tu vois, tu peux pleurer devant plein de choses, tu vois. C'est du moment que l'émotion elle est là, tu vois. Mais voilà, je voulais citer ce film-là parce que comme ça, c'est intéressant de découvrir des choses. 1945. Et des jeux qui m'ont fait pleurer, bon, oh là là, il y en a aussi. Il y en a aussi. Hein. Dragon Age. Ah oui. Dragon Age, ouais. Alors, c'est très bizarre, Dragon Age. Alors, pareil, pour moi, Dragon Age est un des meilleurs RPG. Tu vois, un RPG avec le développement social et le développement des personnages de Dragon Age ou d'un Mass Effect et la liberté d'un Skyrim, c'est le jeu parfait. Ce serait le jeu parfait, en fait, clairement. Mais bon, hein, c'est difficile, c'est compliqué à faire, hein, bien sûr. Et je sais que Dragon Age, le premier, je l'ai regardé en let's play. J'ai pleuré alors que c'était en let's play comme Mass Effect. J'ai joué aux deux. Alors je sais que les gens, il y a plein de gens qui vont rire en entendant ça. Je sais pas si toi t'as joué au Dragon Age. Non, du tout. Ou pas. C'est disons que le 1 est très bien et le 2 c'est un peu une catastrophe. Enfin, voilà, d'accord, ok. En tout cas, beaucoup de gens ont été très déçus du 2 quand il est sorti. Moi, j'avais joué au 2 et j'avais pas joué au 1. J'ai été très attaché à mes personnages dans le 2, même si le jeu est pas ouf. Et après, j'ai regardé le 1 en let's play et et l'histoire m'a. Enfin, voilà, tu t'attaches aux personnages énormément. Dans Mass Effect, c'est pareil. C'est les jeux BioWare qui font ça beaucoup. Hein. Les mecs de BioWare, ils font des jeux où tu t'attaches aux personnages vraiment beaucoup. Et là où dans Skyrim, par exemple, ou dans Oblivion, ou dans les jeux Bethesda, ça te parlera peut-être un peu plus. C'est vrai que c'est des jeux où tu as une liberté de fou et où du coup, tu te sens. Tu as ce côté. Je pars à l'aventure, un peu, je suis un aventurier dans ce monde, et dans ta tête, tu te crées un peu la personnalité de ton personnage. C'est ça, oui. Mais c'est vrai que dans Skyrim et dans les jeux Bethesda en général, les Elder Scrolls, qui ont un lore extraordinaire d'ailleurs, les Elder Scrolls, c'est vraiment un lore super. Il y a ce côté très impersonnel quand même. Les personnages ont peu de. Il n'y a pas ce côté proximité avec les émotions. Les personnages sont pas. Tu tombes pas amoureux des personnages, tu vois. T'es pas. Non, du tout. Ouais. Tu veux t'investir émotionnellement avec les personnages de tes compagnons. Il faut que tu crées un peu dans ta tête une histoire, un truc, etc. Là où dans les Dragon Age, les Mass Effect, etc. Il y a un côté très. Très cinématique, en fait, très cinématographique. Et les personnages, ils sont. Ah ouais, tu t'y attaches de ouf. Et c'est des jeux qui arrivent quand même à avoir l'équilibre que le personnage que tu as créé, c'est quand même toi, tu vois. Ouais. C'est toi qui fais ses choix quand même, tu vois. Et ils arrivent quand même à avoir des compagnons autour qui sont super attachants. Là où dans les Skyrim et tout, tu dois un peu plus imaginer les choses toi-même, même si ça reste quand même des. Enfin, je saurais pas dire quel est le mieux entre un Skyrim et un Dragon Age, quoi. Mais pour moi, c'est le top du RPG AAA. Dans les RPG à gros budget, Dragon Age et les Elder Scrolls, et Mass Effect, tout ça, c'est les BioWare et les Bethesda, c'est ce qu'il y a. Je trouve, ça fait partie des trucs qu'il y a au mieux, quoi. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie et qui sont super. Hein, t'as pas cité Fable, ouais. Ça, c'est triste. J'ai pas cité Fable, mais parce que Fable, il était au top quand il est sorti au début. Après, il est un peu tombé dans l'oubli. Je sais pas si c'est parce qu'il est moins bon. Peut-être que les suites sont bien. Moi, j'ai joué au premier, la version Lost Chapter. Ouais. Et j'étais comme un fou. Sur Fable. J'ai fait un personnage evil à 2000%. Voilà. Bah, c'est bien ça. T'as fait quoi? T'as joué à Fable? Ouais, moi j'ai. Et en fait, le 1 est génial, le 2 est splendide. Le 2, c'est vraiment le 2, c'est le meilleur selon moi. Et le troisième. Le troisième est un excellent jeu, mais c'est un moins bon Fable, pour le coup. Mais ça reste, j'aurais découvert le 3, oui, c'est ça que j'ai dit. Le 3, je l'aurais découvert en premier, ça m'aurait pris de fou, quoi. Mais par rapport aux deux que j'ai fait à côté, c'était bien différent, quoi.
Et j'ai fait un peu Non, tout, moi Fable, je l'ai recommencé des dizaines de fois, donc... ouais, bah oui. Fable, ouais, c'est pour avoir fait le premier, ouais, c'était vraiment, c'était la première fois que moi je jouais à un jeu où il y avait des choix moraux et où je pouvais être méchant ou gentil. Hmm. Et du coup, j'étais là, je peux enfin être méchant. Ouais. Du coup, j'étais comme un fou. Et non, Fable, il m'a marqué. Fable, d'ailleurs, dans les influences qui m'ont marqué pour mes créations, c'est vraiment un jeu de fou de mon enfance qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Hein. C'est Hmm. encore, il y a encore des trucs qui restent de Fable, Et les clairement. Et musiques, rien que les musiques. pour rendre justice aussi, il y a quelqu'un dans le chat qui parle des Ouais. Final Fantasy. Rudy, ouais. Euh, Quelqu'un qui a parlé des Final Fantasy, les japonais, oui. Là, en fait, c'est vrai que moi, je pense beaucoup aux jeux occidentaux, aux RPG occidentaux, Hmm. parce que les RPG japonais, c'est des trucs tellement calibrés, c'est tellement, c'est léché, c'est parfait, tu vois, c'est Hmm. nickel, mais tu crées pas ton personnage, t'as pas de custom, quoi. C'est Ouais. vraiment, il y a très peu de custom dans les jeux dans les RPG japonais. Par contre, c'est léché, c'est parfait, quoi. Donc c'est un peu moins mon délire, mais ouais, c'est vrai que je les ai oubliés, mais les Final Fantasy, en vrai, c'est au même niveau, quoi. Hmm. C'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin, il y a tu pleures, les Final, enfin, tout le monde a pleuré devant au moins un Final Fantasy ou quasiment, ou devant un truc ou un JRPG, tu vois, où si c'est pas le 7, c'est le 8 ou c'est le 9, et même ceux que les gens considèrent comme mauvais, tu vois, même Hmm. ceux, il y en a qui aiment pas le 12, mais il y en a qui ont pleuré devant le 12, je suis sûr, tu vois. Donc, C'est donc ouais, possible. bah après, j'ai jamais fait de Final Fantasy en entier, moi, personnellement. Voilà, parce que c'est trop long. Pour le coup, je n'ai jamais fait de Final Fantasy. Et Ouais, là, tu c'est vois, peut-être voilà. moi qui vais me faire lyncher. Et en fait, j'ai vraiment, bah, c'est ce que je disais au deuxième Imagilab. Tout ce qui vient de la culture bah, qui n'est pas américaine ou européenne, en fait, bah, je suis tellement calibré là-dedans qu'au final, je vais pas trouver la curiosité à l'instant où genre j'aurais pu apprécier ça, quoi. Ce qui fait que j'ai un peu Mm. de mal. Je dis pas que ça changera pas, Ouais. mais Ouais. clairement voilà. Ouais, non, mais Euh, c'est comme ça. Hein. Deux petites Tu, questions pour. Ouais, ouais, vas-y. vas-y. Je disais, tu lis pas de manga ou d'anime, tu regardes pas trop d'anime japonais du coup, t'es plus. Alors, moi, mon enfant, j'ai bouffé du Dragon Ball, à plus quoi savoir en foot, en manga, pas en animé. En animé, j'ai jamais pu aimer ça. Donc, Mm. j'ai mangé tous les Dragon Ball, j'ai mangé les Death Note, mais enfin, j'en ai vu d'autres après, mais deux qui m'ont autant marqué, non, peut-être pas. Death Note, j'ai beaucoup apprécié, mais pour d'autres raisons, parce que bah, tout est intrigue policière, enfin, même la capacité du machin. Enfin, c'est un ensemble de trucs qui font que j'ai bien kiffé. Mais ouais, les mangas, en règle générale, je suis pas. J'ai du mal à accrocher, quoi. Mhm. Ça viendra, hein, peut-être. Ou peut-être Ouais. pas. On s'en fout au final. Mais Bah, y a bien assez de important, hein, culture pour en manger toute une vie. Mais bien sûr. voilà. Les Full Bien. Metal, oui, c'est effectivement fascinant ce qu'il dit ça. Ouais, j'ai bien aimé regarder ça. Mais après, on n'a pas fini et j'ai pas trouvé le besoin de finir. Donc, Mm. Les Full Metal, ouais, j'ai commencé à regarder Brotherhood. en, ouais, j'avais regardé Brotherhood. C'est ma chérie qui m'a dit Et regarde le Full Metal, regarde le Full Metal parce qu'elle c'est connaît bien. pareil. C'est pareil. Voilà, et du coup, voilà, mais globalement, ouais, s'il y a bien un truc, si je peux dire un truc sur les japonais, sur l'animation japonaise, les mangas et voilà, la pop culture japonaise, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt qu'elle a aujourd'hui, particulièrement, c'est qu'elle apporte des trucs elle a pas les filtres qu'on a maintenant nous aujourd'hui, et donc ouais, elle se permet des choses qu'on se permet plus nous. Et donc, il y a quand même une liberté assez forte. Et Hmm, là où aujourd'hui on a du mal à trouver des histoires profondes vraiment ouais, qui nous dérangent et qui en même temps nous touchent dans le cinéma hollywoodien ou c'est vrai. dans les séries américaines ou les séries ou autres. Ou dans les dessins animés ou les BD ou les comics ou autres. Peut-être encore dans les BD et les comics, mais en tout cas dans les films, tout ça. L'animation, les adaptations de manga et les animes japonais ou les mangas tout court, dedans, je trouve qu'il y a il y a une créativité, que je retrouve la créativité des réalisateurs des films des années 80, 90, 70 en Hmm, fait. Des réalisateurs hollywoodiens des années ouais, carrément, ouais. 70-80 qui n'étaient pas écrasés par la machine hollywoodienne, voilà. Je la retrouve dans les animes japonais de maintenant en fait, où les mecs ils y vont quoi, ils ont des idées, ils y Hmm. vont. Alors t'as des trucs, bref c'est les japonais quoi. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est clairement ouais, ce qui peut m'attirer. Bah, par exemple, le concept de Death Note, je trouvais ça trop cool et c'est vrai Mm. qu'il y avait rien qui me rappelait ça ailleurs Mm. avant. Ouais, c'est peut-être ça qui va peut-être m'attirer vers la culture japonaise. C'est des trucs vraiment, des trucs originaux et qui me sortent vraiment de ce que j'ai l'habitude. Mais Ouais. clairement. Un petit truc qu'on m'a fait découvrir récemment, que je donne aux gens, qui est un peu, je te donne, il y a des trucs très connus que je suis, mais
tout le monde connaît plus ou moins ceux-là où on a entendu parler, donc je vais pas les citer, tout le monde les connaît, Berserk, Jojo, tout ça, voilà, tout le monde connaît. Mais en gros, on m'a fait découvrir récemment, quelqu'un m'a fait découvrir Made in Abyss. Made in Abyss. Made in Abyss, qui est c'est un manga. Il y a une adaptation en trois OAV. Et c'est pas fini encore. Hein, ça continuera. L'histoire est pas terminée. Et c'est une histoire. Basiquement, c'est un monde, voilà, plus ou moins moderne. Pas exactement moderne, un peu passé avec des choses un peu modernes. Il y a un gouffre qui s'est ouvert dans le monde. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et des explorateurs vont l'explorer. Il y a des secrets à découvrir, vraiment des choses fortes à découvrir là-dedans au fond, que tout le monde veut découvrir. Et c'est un peu comme les paliers de quand tu fais de la plongée. C'est-à-dire quand tu vas dans l'abysse, quand tu remontes, on appelle ça le mal de l'abysse en fait. C'est expliqué dans les premières minutes du film et du manga. Hein, donc voilà. C'est il y a une en fait, plus tu descends profond dans l'abysse, plus quand tu vas remonter, tu vas avoir des symptômes vénères. Et des trucs, voilà, et et tu te doutes bien, c'est de l'animation japonaise, donc les personnages sont super mignons, c'est des enfants, etc. Mais quand tu commences à découvrir ce que c'est les malédictions, etc. de l'abysse, ça devient tout de suite très très gore et très très cru et très très dérangeant, tu vois. Et c'est ça te prend. Hein. Alors faut pas être en dépression quand tu regardes ça parce que c'est dur. C'est un peu, il y a un peu un côté Miyazaki. Même si Miyazaki, j'ai pas vu énormément de choses. Je suis pas un gros Ghibli fan de Ghibli. Et les quelques trucs que j'ai vus, c'est dans cet esprit-là et c'est assez dérangeant et ça te prend, mais comme il y a aucun dessin animé, aucun truc aujourd'hui en Occident qui te prend comme ça, quoi. Enfin, il y en a, mais pas au Japon. Il y a plein de choses comme ça en fait. Voilà. Et Made in Abyss, c'est un truc assez intéressant. Je recommande pour ceux qui ont le cœur un peu accroché, mais. Bah, tu m'as bien hypé pour ça, pour le coup. Peut-être que je regarderai ça. J'ai pris la ref. Carrément. Deux petites questions qui n'ont pas à voir avec des références très précisément, mais que j'aime bien parce qu'elles sont assez génériques. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Et pourquoi? Un seul super pouvoir. Et pas celui d'avoir tous les autres. Non. Alors moi j'ai des super pouvoirs qui me plaisent, c'est des super pouvoirs de méchants toujours. C'est toujours des trucs d'enfoirés en fait. C'est que des trucs de bâtards, voilà. Avec donc, qui je suis ce soir. Donc globalement tu vas me dire, attention, hein, ça va être horrible, hein, mais le contrôle mental. D'accord. Ah là là. D'accord. Le contrôle mental. Alors ça vient du fait probablement que j'ai beaucoup aimé la série Jessica Jones. J'ai beaucoup aimé le méchant. Ah oui, effectivement. Qui est joué par celui qui fait le Docteur Who. David Tennant. David Tennant, qui je trouve d'ailleurs qu'il est bien meilleur en Killgrave qu'en Doctor Who. Je suis un enfoiré. Ah mais j'adore en Doctor Who. Je parle mal, mais je suis pas un gros fan de Doctor Who, du coup j'aime bien troller de temps en temps les fans de Doctor Who. Bah, tu viens de me troller, bravo. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est très bien Doctor Who, mais c'est pas mon délire, mais c'est très bien. Ça a l'air d'être très bien. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé le méchant, et il a ce pouvoir-là de contrôler les gens. Et c'est fait d'une manière. D'ailleurs, voilà, en passant, je recommande la série Jessica Jones, du coup, qui est sur Netflix. Ça fait partie de la gamme des séries Marvel qu'il y a eu sur Netflix. Et ouais, le contrôle mental, j'aime bien ce délire parce qu'en fait, dans la vie en général, souvent, je fais partie de ces gens que tu sais, dans la rue, quand t'as des gens qui t'emmerdent dans le métro ou autre, qui fulminent à l'intérieur et qui se retiennent. Voilà. Je me retiens à l'extérieur, mais à l'intérieur, je bouillonne. Ouais, bah, bien sûr. Et donc, d'avoir la capacité de dire à tout le monde, fermez-la, tu vois, et que tout le monde la ferme, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop tentant. Donc voilà. Donc après, voilà, je sais bien que en réalité, c'est un pouvoir qui est très, très, très néfaste en réalité, parce que tu as un pouvoir comme ça, t'as un tel pouvoir sur les gens que forcément tu vrilles et tu deviens un monstre, tu vois. C'est obligé. C'est ça, et puis il y a peut-être aussi l'aspect que bah, du coup, si tu as le contrôle absolu sur les gens, bah, il n'y a plus l'intérêt de la séduction, il n'y a plus l'intérêt de... Ouais. Exactement, et tu perds... c'est pour ça d'ailleurs, tiens, pour parler des pouvoirs comme ça, justement, l'intérêt des pouvoirs, il y a un autre pouvoir auquel je pensais, c'est un truc pareil que les gens veulent pas en général, parce qu'ils pensent aux conséquences, justement, c'est l'immortalité. Oui, bah bien sûr. Moi, oui. Moi, il n'y a pas de problème. Alors oui, je sais, mais au bout d'un moment, tu t'ennuies, tu deviens fou. Ouais, mais je sais pas, l'impérium de l'humanité.
Enfin, tu fais des trucs. Ouais, mais Voilà, je sais pas. Non, je l'immortalité rigole. à quel point si la Terre elle s'en va, toi t'es Ouais, non, mais baisé, t'es voilà. dans l'espace en train Et, de voler. ouais, c'est là qu'on rentre dans les débats de quel type de Ah, pouvoir, comment, quelles sont les limites. Et tu ouais. sais, les débats impossibles, tu sais, est-ce que tu préfères avoir une tête de veau Hmm, éternellement ou avoir 30 canards qui te suivent partout, tu vois? Tu sais, c'est ça. c'est Pierre Palmade qui avait dit ça dans un sketch, en gros. Tu sais, les choix impossibles, Hmm. Les dilemmes, les ouais. choix nuls. Ouais, donc ouais, et donc ouais, ces pouvoirs-là, et le truc qu'on disait par rapport, tu sais, au contrôle mental, truc comme ça, c'est vrai que il y a un truc drôle, c'est que quand on parle de ces pouvoirs-là et des trucs comme ça, c'est intéressant quand tu réfléchis à quel pouvoir j'aimerais avoir et qu'on a tous un petit peu ce petit fantasme de quel pouvoir j'aurais, etc. Machin. Et en Hmm, fait, quand on réfléchit à ça pour soi-même, en réalité, je pense qu'on est dans un processus créatif qui est très constructif pour quand on va écrire des histoires derrière, ouais. parce que c'est là qu'on va mesurer à quel moment un pouvoir est intéressant pour le développement d'un personnage et à quel moment un pouvoir est trop pété pour que ce Hmm, personnage soit intéressant ou à quel point il est trop faible pour que le personnage puisse faire des choses en fait. Ce qu'on parlait là sur le contrôle mental, on se dit bah oui mais ça enlève tout l'intérêt de la séduction, etc., de tout ça et hmm, ça, et puis en plus ça te transforme en monstre parce que tu vas forcer les gens à faire ce que tu veux et tu vas devenir une horreur, tu vois. hmm, Et du coup, tu te mets à réfléchir et tu te dis, ah ouais, il faudrait qu'il y ait une limite de dès que un truc par exemple, un mec qui est capable de contrôler mentalement les gens, dès qu'il commence à s'attacher à quelqu'un, c'est un peu ce qui se passe, je vais pas dire parce que je vais pas donner d'infos, mais en gros, dès que tu t'attaches à quelqu'un, et ben d'un coup ton pouvoir ne marche plus sur cette personne. ouais. Dès que tu t'attaches à une personne, le pouvoir ne marche plus en fait. Ouais, Tu ouais. vois, et des trucs comme ça, tu vois, et là tu fais des personnages comme ça, tu écris parce qu'au final on les aura jamais nous ces pouvoirs. Donc autant se servir de ça pour écrire des personnages qui eux les ont. Et les personnages qui ont ce pouvoir-là, ben, en fait en leur créant ces limites-là, des limites que toi-même tu te serais mis pour que ta vie ait du goût, en fait, si tu avais ce pouvoir-là, que tu penserais qu'il faudrait que tu les aies ces limites pour que ta vie ait du sens, tu vois. Ouais. Ben, ce personnage-là, du coup, tu vas lui donner du sens en fait, en lui donnant les Ouais, mêmes tout à limites. fait. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, carrément. Puis même Mm. à côté de ça, bah, on voit les limitations qu'effectivement le gars, bah, justement, il perd la saveur, il perd le côté séduction et tout. Bah, tu vois enfin, dans quelle psychologie il peut être, quoi. Ça te permet de le définir un Ouais. peu plus facilement. Justement, Ah, il a ah, vrillé ou pas. exactement. Un film qui paradoxalement est, j'ai pas trouvé extraordinaire, qui a fait un peu la hype quand il est sorti, puis il a un peu été oublié, mais qui gère très bien le concept d'immortalité, je trouve. Qui la limite à l'immortalité est très bien trouvé dans ce film. C'est Hancock. Je sais pas si les gens ont vu Hmm, Hancock avec Will Smith, où il joue un espèce de super-héros clochard qui sait pas pourquoi il est là, qui sait pas pourquoi il est mortel, qui a des super pouvoirs et qui au bout d'un moment décide de devenir un vrai héros propre et correct. Et en fait, ouais, le problème c'est que ça spoil en fait. Ça spoil l'histoire, ce que je vais dire. Euh, Alors, ouais, bah écoutez, ceux qui veulent pas savoir, revenez dans 2 minutes, 3 minutes. ça, bon, on n'est pas beaucoup. Ouais. Bah, après, le film est pas si extraordinaire que ça, donc franchement, je vous gâche pas grand chose. Mais en gros, dans Hancock, en fait, ce qu'on se rend compte à un moment, c'est qu'en fait, il est pas tout seul. Je vais pas donner les détails, mais il est pas tout seul. Et en fait, il y a d'autres êtres comme lui, et qu'en fait, ces êtres-là, ils sont liés par l'amour, en fait. Hmm, C'est des couples, en fait, voilà. Et en fait, quand ils s'éloignent l'un de l'autre, là, ils ont leur pouvoir, oui. ils sont invincibles en fait. Ils sont surpuissants, ils sont immortels, etc. Et en fait, quand ils se rapprochent et qu'ils reviennent ensemble et qu'ils se remettent à être amoureux et à vivre ensemble et à vivre leur amour, ils deviennent moins forts en fait. Hmm, Ils perdent leur pouvoir et ils deviennent presque mortels en fait. Ça, c'est génial. C'est génial. hmm. Tu peux faire l'inverse aussi des Oui, bien sûr. personnages. Et je m'en suis inspiré d'ailleurs pour certaines de choses que j'ai écrites. J'en dirai pas plus parce que c'est un spoil sinon. Ça marche. Ok, bah écoute, il est déjà, ça fait déjà 1 heure qu'on est sur ce sujet-là, donc on va peut-être avancer un petit peu dans notre petit jeu de rôle. Ah, le Ça temps passe passe vite. vite, hein. Ouais. Ok, donc Groove, qui est en face de toi, a l'air d'être satisfait, même s'il a une tête un petit peu, toujours la même tête, un peu blafarde, un peu vénère. Mais il a l'air d'être satisfait quand même de l'entretien qu'il a eu avec toi. Il reprend la tablette et il fait Léon va venir te voir. Enfin, tu vas venir voir Léon en l'occurrence. Et là, il se lève. Quand il se lève, il y a tout le monde qui s'écarte. Donc tout le monde le respecte, tu vois. Et même s'ils étaient en train de continuer à parler et tout, il s'écarte. Et donc toi, tu le suis. Oui, j'incarne ton perso, mais parce que si tu commences à faire comme dans un vrai JDR, on part en cacahuète Ah complet. non, oui, non, non, fais pas confiance. Ouais, c'est ça. Donc Non. tu le suis. Il te fait prendre un ascenseur qui descend quand même d'une bonne dizaine de mètres.
pour en final s'ouvrir sur une espèce de grande pièce qui ressemble à une espèce d'entrepôt de hangar. Donc c'est vraiment une pièce qui est sous le bar, donc ça a l'air de planquer ce truc-là, quoi. Et il y a encore beaucoup de gens, mais cette fois c'est des gens qui sont un petit peu plus... qui ont l'air d'être plus militaires entre guillemets, en tout cas beaucoup plus organisés. Tu les vois qui sont en train d'organiser justement des caisses, qui sont en train de se préparer à quelque chose certainement. Et donc ils sont en train de grouiller tout autour de toi, ils te regardent un peu avec méfiance. Groove t'accompagne jusqu'au centre de la pièce et sur un des balcons, parce que du coup la pièce est entourée par des balcons où les gens peuvent circuler autour de l'entrepôt. Tu vois un mec habillé de violet. Le violet doit certainement te parler, déjà parce que tu vois que ta chemise et ton rideau d'ailleurs sont violets, mais voilà. Très très classe, très habillé tout de violet. Ça a l'air d'être un androïde parce qu'il a l'air d'avoir des espèces de jonctions qui permettent de solidifier un peu le crâne et tout ça. C'est pas un humain. Oula, t'as frisé. Est-ce que tu es toujours avec moi? Ah, je pense qu'on l'a perdu. Je crois que ma description était beaucoup trop parfaite et il nous a fait un AVC. Alors, je pense qu'on l'a perdu. Je suppose que j'ai encore internet. Dites-le moi si vous êtes encore là. C'est pour savoir si c'est moi. On te retrouve? Je suis revenu. Ah. Je crois que j'ai eu une micro coupure, c'est pour ça. Le stream est pas tombé, c'est l'essentiel. Ah bah non, bah écoute, justement, c'est ce que je me posais comme question. Aïe aïe aïe, ouais, effectivement, c'était ma description qui était trop parfaite pour toi, ça t'a fait ta connexion. Mais ouais, globalement, c'est juste la mienne, hein, Cavrier, donc tout va bien. Il a été aspiré par l'émission. Je vais être sûr que ce soit moi. Si c'est moi, c'est bon, du coup, tout va bien. Ouais, je vois que le stream, ça va pas bouger. Bah parfait. Fascinant, stop le DL. Effectivement, fascinant, si tu DL, il faut arrêter. Ouais, c'est parce que je suis en train de télécharger des fichiers sur des sites. Ouais, voilà. Ok, donc je reprends. Donc description d'un gars, effectivement, un androïde visiblement très très classe, et qui te regarde un peu de haut, qui te prend un peu de haut avec un air un peu supérieur. Lui, il a vraiment une gueule de méchant de film, mais de méchant de film un peu cliché, tu vois. Il fait: Ah, c'est toi qui voulais me parler de ton projet? Absolument. Et vous ne le regretterez pas. Vous allez pouvoir vous faire des tonnes de crédits de l'espace avec ce projet. Je connais pas la monnaie du jeu. On va dire que c'est des crédits. C'est très bien. Bien. Eh bien, vas-y, je t'écoute. Alors, du coup, tu vas pouvoir nous parler d'Ishural, en l'occurrence, et tu vas pouvoir... la première question, c'est qu'est-ce que c'est, Ishural? Alors, et là, c'est le moment, tu vois, où je me dis qu'il aurait peut-être fallu que j'écrive un truc. Le mec qui va comme ça, tu sais. Non. Alors, Ishural, c'est globalement à la base, vraiment, c'est juste un univers que j'ai créé pour jouer au jeu de rôle avec mes potes. Voilà. Donc vraiment, j'avais envie de faire du jeu de rôle sur table que j'avais jamais fait. Et ça faisait longtemps que je voyais faire ça, et depuis toujours j'avais joué dans la cour de récré ou avec mes copains dans le jardin, machin. On passait notre vie à jouer, à faire en réalité du jeu de rôle, mais jamais vraiment sérieusement avec des dés, etc. Et donc j'avais envie de faire ça, et du coup je me suis dit que j'allais faire un univers parce que j'avais envie d'en avoir toutes les clés, j'avais envie d'être MJ parce que j'aime bien faire ça, peut-être parce que j'aime déjà la réalisation ou autre. Et du coup, j'ai fait un univers qui correspondait à tout ce que j'aimais dans la fantasy, en fait. J'ai mis tout ce que j'aimais, j'ai enlevé tout ce que j'aimais pas. En fait. Et donc j'ai fait mon univers idéal de ce que j'aimais, en fait, globalement. Et donc on a fait une campagne, et après j'ai voulu continuer à développer cet univers, et petit à petit j'ai fait jouer de plus en plus de monde, et après jusqu'à faire le GN, etc. Et donc Ishural, c'est un univers. Alors il y a Ishural et il y a une autre version dont je parlerai après. Il y a Ishural, c'est un univers d'heroic fantasy. D'accord. Donc c'est dans un monde, alors je vais dire médiéval, mais il y a beaucoup de gens qui aiment pas le mot médiéval parce que c'est censé référer à une période historique, et pour un univers de fantasy, ça fait un peu aucun sens. Mais c'est dans un setup entre guillemets médiéval antique. Enfin voilà, il y a pas de cyborg, il y a pas de y a pas de pistolet laser, il y a pas de truc comme ça. Mais il y a une forme de technologie steampunk un petit peu qui peut exister dans cet univers-là. Donc c'est vraiment de la grosse fantasy, en mode avec dans une ambiance très colorée, c'est pas de la fantasy à la Berserk ou de la fantasy à la Witcher, c'est plus de la fantasy à la Warcraft, tu vois. Donc avec beaucoup de choses, etc. Avec un ton, alors le ton ça peut être les univers vastes comme ça, ça peut être triste. Enfin voilà, il n'y a pas un ton. Et c'est un univers sur lequel on fait du jeu de rôle sur table.
Et c'est un univers dans lequel maintenant depuis 2-3 ans il y a un GN. Et c'est un univers qui est en évolution constante parce que comme jusqu'à présent c'est moi qui le gère, eh bien en fait tout ce qui s'y passe, que ce soit les parties de jeux de rôle, le GN, etc., tout ne se passe qu'une fois. Et tout est en temps réel en fait. Et donc en fait, le début de l'aventure, en fait, les premiers joueurs qui ont joué, c'était à 5 ans, 6 ans, quand on a la première campagne avec mes premiers joueurs. Donc en réalité, ça fait pas si longtemps que ça que je fais du jeu de rôle sur table, surprenamment. Effectivement. Voilà, je suis pas. J'ai des gens avec qui je joue, qui jouent depuis beaucoup plus longtemps que moi, en réalité. Et globalement, en fait, ça fait 5 ans que l'histoire a démarré et dans le jeu, il s'est déroulé 5 ans depuis, en fait. Et tout ce qui s'est passé est canon et est acté dans l'univers du jeu. D'accord. Et en fait, globalement, il y a il y a les gens qui jouent au jeu de rôle sur table et il y a aussi les gens qui sont là au GN, qui étaient là au GN. Il y a comme le monde évolue en temps réel, c'est un peu ce qui arrive dans les autres GN aussi. Hein. C'est un peu c'est le cas avec les autres gros GN en France. Les gros GN en France, parce que Ishural c'est pas du tout un gros GN, mais voilà, il y a des gros GN en France, où le monde évolue petit à petit, d'année en année, etc. Et les gens ont une vraie sensation d'évolution et de conséquences. Et pour parler d'Ishural plus précisément de l'univers en lui-même, parce que là je parle du contexte et de ce que c'est. Si t'as des trucs à me demander ou autre, n'hésite pas à me couper parce que Ishural, forcément, je vais avoir plein de choses à dire. Pour l'instant, c'est très bien. Après, j'aurai peut-être des questions pour affiner, mais ouais. Ouais, carrément. Globalement, Ishural, c'est dur de le décrire. J'ai du mal, même moi. Hein, pourtant, j'ai fait des résumés et tout de nombreuses fois, mais pour le décrire, c'est dur de le décrire sans parler des races différentes, parce qu'en fait c'est vraiment un monde qui s'articule autour des factions et de leur rivalité et des tensions géopolitiques qu'elles ont entre elles et des tensions civilisationnelles et même en termes d'idéologie qu'elles ont entre elles en fait. D'accord. Ouais. Et les secrets qui entourent tout ça et pourquoi le monde est comme ça et le but c'est de découvrir un petit peu pourquoi tout est comme ça, pourquoi les factions sont comme ça, pourquoi elles s'entre-déchirent, pourquoi j'ai mis beaucoup de secrets parce que c'est ça aussi je trouve qui est intéressant, c'est de mettre des choses à découvrir, que je découvre moi-même petit à petit aussi, hein, et découvrir des choses, voilà. Et en fait, c'est vraiment un monde qui est à la fois cosmopolite, où en fait c'est des races un petit peu de fantasy, donc t'as les orques, les elfes, les nains, t'as l'empire, t'as tout ça, t'as plein de choses. Et ces factions interagissent énormément entre elles et leur vision du monde et leur différence se fait qu'elles se confrontent et que elles cherchent du sens en fait globalement. Toutes ces races et toutes ces factions cherchent du sens en fait, et elles ont toutes trouvé un sens différent dans une culture très différente, et ça se confronte dans différents conflits avec des divinités, des entités qui sont au centre de tout ça et dont on a du mal à connaître le rôle. Est-ce qu'elles sont là, est-ce qu'elles contrôlent tout, est-ce qu'elles contrôlent pas tout, on sait pas trop. Okay. Et il y a un truc sur cet univers, c'est que c'est vraiment, j'appuie beaucoup sur le côté que chaque en fait faction et race a sa culture à lui qui est très 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 propre, très très spéciale, très particulière, et qui ont des raisons très une logique très très poussée de pourquoi ils font ce qu'ils font, et d'accord. Et voilà, les conflits géopolitiques et tout ça aussi sont pas mal développés, ainsi qu'aussi les religions, les idéologies religieuses. Je les ai pas mal travaillées là-dedans parce que c'est un sujet que je connais bien. Donc voilà. Ça marche, ok. C'est cool. Et du coup, pourquoi le nom Ishural? Ça fait référence à quelque chose de particulier dans l'univers? Alors, c'est un spoil? Ça fait référence à quelque chose de particulier dans l'univers. Ishural, c'est le nom de la planète. D'accord, ok. Vraiment le nom de la planète où ils vivent. Le mot en lui-même, justement, c'est un mot, c'est un assemblage de syllabes que j'ai fait. J'ai cherché de nombreuses fois si ça voulait dire quelque chose. Ça ne veut rien. J'ai pas trouvé. D'accord. Donc, en coréen, ça veut dire quelque chose, je crois. Mais non, c'est un mot qui veut rien dire à la base. Et je trouve ça, j'étais très content que ça ne veuille rien dire, parce que justement, comme ça, on peut rien y accoler en fait. On peut rien y accoler. Je crois que ça peut avoir un sens, mais ça doit se prononcer différemment. Je sais que quand je cherchais un petit peu ce mot, il y a des en Corée, il y a des gens qui portent un peu ce nom, donc ça peut peut-être vouloir dire quelque chose. Mais globalement,
ça a pas un sens particulier, et donc je trouve ça très bien. Par contre, dans l'univers, ça a énormément de sens. Oui. Mais globalement, c'est un mot qui est très important dans le jeu. Mais ouais, c'est un mot qui a pas forcément de sens. Et j'aimais bien. Je voulais lui donner un côté. La vraie raison pourquoi ce mot est comme ça, c'est que quand je me suis dit que j'allais donner un nom à cet univers-là, je voulais un truc qui fasse un peu dépaysant, qui fasse pas français, qui fasse pas, tu vois, pas anglais non plus. Et Ouais. je suis parti sur l'Asie en fait, et je lui ai voulu donner une consonance asiatique. Du coup, voilà. Et pourtant, l'univers est pas du tout spécialement connoté asiatique. Au contraire, j'ai pioché un peu dans toutes les cultures. Il y a un peu de tout, quoi. Mais voilà. Ok, très bien. Bon, alors, il y avait une question. J'avais plusieurs questions, genre dans quel univers, quelles ambiances. Bah, tu l'as dite. Depuis combien de temps ça dure? Tu m'as dit 6 ans. T'as combien de joueurs impliqués là-dedans? Alors, les joueurs du GN ou les joueurs du jeu de rôle? Au global, combien il y a de Global. personnes qui connaissent Ishural et qui ont déjà joué dedans? Si tu peux faire la division, c'est bien aussi. Si tu peux me dire combien de GN, combien de jeux de rôle. Et, Ouais. Globalement, sur le premier. Les joueurs du jeu de rôle sur table, il y en a il y a en tout des gens qui ont joué au jeu de rôle sur table. Il y en a une cinquantaine. D'accord. C'est énorme. Plus. Des gens qui jouent régulièrement, il y en a moins. Il y a des joueurs réguliers et des joueurs moins réguliers. Et ça me permet de faire évoluer l'univers, etc., de développer le fil rouge. Et sur le premier gène, il y avait, je crois, un peu moins de 100, il y avait peut-être 70 joueurs, et on était une vingtaine d'orgas, donc une petite centaine, un peu moins d'une centaine, quoi. Et sur le deuxième événement, c'était une taverne, donc c'était une soirée à Paris, à la taverne médiévale, qui est un endroit très sympathique d'ailleurs. J'espère que ça va rouvrir, j'espère bien, on verra. Mais en gros, il y avait, je sais pas combien de gens il y avait. Je sais pas combien de gens il y avait, mais dans la centaine, ou peut-être entre 100 et 200, peut-être un truc comme ça. Peut-être. Ok. Et donc, du coup, des gens qui connaissent Ishural, comme sur les réseaux, on a fait quand même. On nous je dit, sais pas. Rudy qui nous dit 141 likes sur la page du GN. Ouais, voilà, sur la page, j'ai 141 likes. Si on compte les gens qui sont pas allés aimer la page, parce qu'ils s'en foutent, peut-être 200. D'accord. C'est énorme. Félicitations. Ouais. Ouais, non mais ouais, je t'avoue que tu sais, Tu quand t'en j'ai rends fait pas le compte, premier mais. GN, j'étais là, putain, c'est pas possible. Ouais, non, c'est fou, ouais. Possible. C'est trop cool. Fou, tu vois, c'est fou. Donc voilà. Et pour la suite, pour le prochain GN, on va essayer de faire mieux, n'est-ce pas? Voilà. Vous allez essayer de faire mieux parce que ça s'est mal passé? Le dernier? Non, on va essayer de faire mieux, justement. Je Encore dis mieux, même oui. pas parce que justement, j'ai pas dit à tout le monde qu'il y avait une suite. Donc là, je le dis. Ah, oh, bien joué. Voilà. Il y a une suite. Donc voilà. Qui arrive probablement fin 2021. Voilà. En espérant qu'on soit pas confiné. En espérant qu'on soit... Mais même si on est confiné, si c'est pas en fin 2021, ce sera plus tard. Oui, Même si on est confiné, ça arrivera à un moment. Ouais. bah, c'est très bien ça. Et du coup, tu continues à côté quand même à faire des. Parce que tu as fait les GN, mais tu fais des jeux de rôle encore toujours dans le même univers. Tu continues ça? C'est ça. En fait, Ishural, globalement, en gros, en fait, le jeu de rôle sur table, le truc, c'est que je reste un humain. Je peux pas en fait faire un jeu soutenu à 50 personnes et augmenter le nombre de gens indéfiniment en fait. Après, ça va que Ishural, c'est un système où en fait les gens, c'est des espèces de semi-one shot. En fait, c'est une espèce de campagne générale parce que tout l'univers est une campagne quelque part. Sauf qu'en fait, les gens, je leur fais jouer des petits scénarios qui durent 1, 2 ou 3 séances. Où ils vont dans un endroit du monde, ils rencontrent d'autres joueurs qu'ils ont peut-être déjà croisés avant dans d'autres aventures il y a un an, ou ils ont des gens qu'ils ont croisés en commun dans d'autres aventures, etc. Ils vivent un truc, et après ils rentrent chez eux chacun, et le groupe se split. Et après, je réunis un autre groupe qui se rejoint, qui font 2-3 séances, qui finissent leur aventure, ils ont sauvé tel endroit, telle ville, tel truc, ils ont découvert tel secret, et hop, ils se resplitent. Et je fais ça en fait, et du coup en fait ça fait qu'il y a que ça bouge beaucoup en fait. C'est pas des groupes qui font leur campagne chacun de leur côté pendant 2 ans. Non, ça serait pas possible en fait. Sinon, je pourrais avoir que 5 joueurs et ce serait mort. Tu m'étonnes, oui, bien sûr. Et donc en fait c'est ça que ça marche. C'est des groupes qui se réunissent pour une occasion, puis ensuite qui se splitent, et après je prends les gens individuellement et je les mets. Et ça change tout le temps en fait. Et les campagnes, les parties sont jamais avec les mêmes quasiment. Et à force, il y en a qui se croisent. Et en fait, au bout d'un moment, le truc, c'est que si je voulais faire découvrir ça à plus de monde, parce que moi, j'ai vraiment envie de faire quelque chose j'ai envie de. Voilà, pour moi, c'est ce truc que j'ai écrit, ça marche bien, les gens aiment bien. Bon, peut-être qu'un jour, les gens aimeront plus.
Mais en gros, les gens aiment bien. Et moi, j'ai envie de faire du cross-média. J'ai envie d'écrire, je suis en train de faire je suis en train d'écrire, on est en train de faire avec une amie, une des premières joueuses, un webcomics. On est en train de fabriquer un webcomic Trop Ishuran. cool. Et en fait, voilà, moi j'ai envie moi, en plus j'aime le cinéma, tu vois. Moi, j'ai envie de faire des web-séries, j'ai envie de faire des séries, j'ai envie de faire des films, tu vois. Voilà. Donc, et donc, je me suis dit que si je voulais pouvoir donner l'opportunité aux gens de jouer à ça et de participer à l'univers et de faire grandir l'univers, il fallait que je passe dans un autre format, un format qui permettrait de faire venir plus de monde et de faire jouer plus de monde en même temps. Et puis aussi de pas m'enfermer dans le même truc éternellement. Et donc le GN c'était la meilleure solution parce que c'était un milieu que je connaissais, où j'étais arrivé dedans un peu en même temps que j'ai commencé à faire du jeu de rôle et où j'avais les connaissances pour voilà, j'ai des gens autour de moi à Paris, des amis, tout un tas d'amis qui sont dans ce monde-là, qui sont des gens adorables en fait, et sans eux j'aurais rien pu faire, vraiment rien. Quoi. Donc c'est vraiment c'est grâce à eux que j'ai pu faire des GN, quoi, j'ai pu organiser un GN, parce que c'est mort, parce que tout seul t'organises pas un GN. Bah, t'as besoin d'avoir au moins 10 personnes avec toi pour qui savent faire, tu vois, qui sont pas des voilà, qui sont bons. Et du coup voilà, et des gens qui ont accepté de participer en fait, des gens qui ont accepté de participer, tu vois, donc ça c'est vachement bien. Et donc le GN c'est pour pouvoir faire jouer tout le monde en fait. Et donc bien sûr il y a une notion d'équilibrage qui est compliquée, parce que il y a un côté, les gens qui viennent sur le GN, ils peuvent avoir l'impression qu'il y a une injustice, parce qu'il y en a qui jouent beaucoup au jeu de rôle sur table, et donc qui continuent à jouer dans l'univers pendant que les gens ils attendent le GN qui doit suivre, tu vois. Mais globalement on se débrouille pour que en fait ce qui se passe sur le jeu de rôle sur table, c'est simplement du développement de l'univers. C'est du développement de l'univers, et finalement les gens qui jouent sur le jeu de rôle sur table, quand ils viennent sur le GN, ils sont là soit en organisateur, soit pour jouer un personnage qui est là pour donner des quêtes, pour créer du jeu, pour faire des choses comme ça, et pas pour empêcher les joueurs de s'amuser, quoi. Okay. Globalement. Je fais bien une différence là-dessus. Les joueurs du jeu de rôle sur table, ils savent que quand ils arrivent sur le GN, en général, ils ont pas les mêmes, ils ont pas les pouvoirs aussi puissants et aussi pétés que ce qu'ils ont sur le jeu de rôle sur table, etc. Parce que c'est pour que les joueurs, pour pas envahir, pour pas être envahissant pour les autres joueurs, quoi. Tout à fait. Ok, très bien. Ouais, voilà, ouais. Bah, t'as bien couvert mes questions là sur Ishural, et surtout que le temps file, mine de rien. Il nous reste 13 minutes au total. Donc on va faire. Ah ouais, c'est pour ça. On va faire progresser le truc. De toute façon, on va reparler un peu de jeu de rôle, donc on aura l'occasion de reparler d'Ishural avec grand plaisir en plus. Oh, merci du follow, Full Tony. Ça m'a surpris, juste la musique, parce que je viens de mettre le petit bot qui me prévient quand il y a un follow, et du coup ça m'a un peu surpris. Bref. Du coup, tu as Léon Buckingham qui te regarde, qui te toise et qui t'a entendu sur tout ton discours à propos d'Ishural, et le projet a l'air de l'intéresser, mais il demande beaucoup d'énergie. Et pour trouver cette énergie, il va falloir que tu ailles chercher une source d'énergie qui existe énormément dans ce monde-là, dans ce monde un peu cybernétique, qui s'appelle le Tesseract. Très cliché, le Tesseract, mais c'est le nom de cette source d'énergie en l'occurrence. Et pour ça, en fait, il t'indique une usine où se trouve un générateur Tesseract au centre de cette usine. Tu vas pouvoir t'y rendre. Et donc là, c'est un petit exercice pour savoir comment est-ce que tu vas faire. Donc tu as une immense usine, très 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 grande. Et il y a une grosse quantité en fait d'espèces de robots qui font des rondes, des robots qui ont l'air d'être surarmés, soit de l'équipement à distance, soit du coup des armes corps à corps. Ils sont tout autour. Tu sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur de l'usine, mais tu sais que le Tesseract doit être au centre. Comment est-ce que tu aborderais du coup ce défi-là sachant que là, bon, on n'a pas fait de création de personnage, mais quel type de personnage tu serais pour attaquer ce truc-là? Est-ce que tu es plutôt brutal? Est-ce que tu vas plus dans la finesse, le roleplay? Alors, ça dépend. Mais sur les jeux de rôle, j'avoue que les gros bourrins, le gros bourrin, j'aime bien. Hein. Donc, si tu veux me filer un marteau tonnerre ou un marteau énergétique, petite référence, je peux me la jouer Space Marine. Eh ben, tu pourrais éventuellement trouver ça, effectivement. Donc là, ça serait pour y aller en bourrin. Donc tu arriverais, tu casserais la gueule à tous les robots, c'est ça que tu pourrais croiser? Oui, basiquement, de toute façon, c'est des robots. Hein, je veux dire. Ouais, mais il y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être des hommes à l'intérieur. Tu t'en fous. Ils avaient qu'à pas être dans le mauvais camp. Ah, c'est d'accord, ok.
Le mauvais camp, c'est le camp qui est l'opposé du tien, du coup. Exactement. C'est ça. Loyal Ok. et vil. Et donc là, pendant que ton personnage est en train de casser des gueules et défourailler à foison, on va pouvoir parler un peu plus de jeux de rôle un peu plus précisément. Mais j'ai déjà eu quelques réponses à mes questions, notamment comment est-ce que tu as commencé le jeu de rôle? En fait, tu as commencé en tant que maître du jeu? Exactement. En fait, c'est ça le plus drôle, c'est que j'ai commencé avec Ishural en maître du jeu. C'était ma première expérience de jeu de rôle sur table, c'était Ishural en maître du jeu, du coup, avec des amis. C'est fou. Et voilà, et je me suis. Ah oui, un point important. J'en parlais du joueur du grenier plus tôt. Et c'est ça le truc, c'est que c'est ça qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui je fais jouer beaucoup de monde et beaucoup de gens jouent à mon jeu de rôle et tout. Mais ce qui est fou, c'est que j'arrive super tard moi. Et en fait, ce qui m'a amené dans le jeu de rôle et qui m'a fait me décider à vouloir faire du jeu de rôle, même si je connaissais avant déjà, c'est quand j'ai vu la série que plein de gens ont regardé sur la chaîne du joueur du grenier, Ça sur a le bazar. 6 ans. Voilà, ça a plus de 6 ans maintenant. Oh putain, ça me vieillit de fou par contre. Plus de 6 ans. Oh mon mais Dieu. ouais, Oh là aventure, là. c'était voilà. Et à la base, Ishural, c'était un repompé d'aventure en termes de règles, pas du tout en termes d'univers et en termes de lore, mais en termes de règles, c'était vraiment proche d'aventure parce que je voulais un système simple et j'ai gardé Ouais. un peu le même genre de système, tu vois, depuis. Et en fait, en réalité, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent. Tu vois, que ça fait 30 ans qu'ils jouent aux jeux de rôle sur table. Je sais que Hmm. qu'il y a des gens, que depuis qu'ils sont gamins, ils y jouent. Moi, c'est vrai que j'arrive un peu comme une fleur en mode le mec qui découvre ça, tu vois, enfin qui arrive tard et qui commence à faire son truc, alors qu'en fait, je suis pas un ancien, quoi. Je suis pas digne quelque part. J'ai Bah, l'impression, y a pas de j'ai l'impression de pas être dignité. digne, tu vois, parce Y a que pas de finalement, dignité sur du jeu de rôle. tu vois, mais après, c'est quand même un truc que j'avais envie de faire depuis que j'étais tout petit, en fait. C'est juste que j'avais pas les proches pour ou la situation pour. Et pendant longtemps, dans ma jeunesse, j'ai pas trop assumé mon côté alternatif, mon côté geek et mon côté voilà. J'ai eu un refoulage de ça quand j'étais plus jeune. Ah ouais. C'est au collège, quand t'as envie d'être populaire au collège, faut pas être un geek, donc du coup tu fais semblant de pas être un geek alors qu'au fond de toi t'es un geek, tu vois. Donc bon, mais ça c'est quand on est ado, on est un peu con. Alors moi, Après, t'inquiète que j'assumais mon côté geek. Hein. J'en assumais les conséquences, mais... ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Mais au final, tu l'assumes et puis tu fais ce que t'aimes, quoi. Et donc ouais, Ishural, c'était voilà. Et après j'ai fait des jeux de rôle, voilà, j'ai fait du Warhammer, j'ai fait Warhammer 40K. En passant, Warhammer 40K, un des meilleurs univers de SF qui existe. Voilà. C'est pas le jeu de rôle que je t'ai fait ce soir, c'est un peu triste. Oh, t'inquiète. Comme on n'a pas parlé de 40K et que c'est un univers que j'adore, juste je voulais mentionner voilà 40K et T'inquiète. toutes les races, hein, peu importe l'Imperium, le Chaos, les Nécrons, toutes ultra classe, tous, ils sont tous géniaux. Nathan, Les orques. on a pas mal parlé, Ouais. tu t'en doutes. Mais ok, ouais, j'ai jamais fait de Warhammer. Je voulais juste remercier Full Tony pour effectivement être le premier sub prime du coup de la chaîne. Félicitations à toi et merci beaucoup. C'est beau. Eh bien merci, ça fait plaisir. La petite aparté, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas en train de, qui n'ont pas encore follow, n'hésitez pas pour voir la suite. Hein. Ça me soutient et ça fait avancer le truc. Aparté terminé. Du coup, effectivement, donc t'as été joueur quand même. Oui. Finalement. Oui, beaucoup depuis. Beaucoup depuis, d'accord. Et donc pareil, GN en fait, t'avais jamais fait de GN en tant que joueur avant ou Alors non, GN en fait j'ai commencé tard aussi. Hein. J'ai fait mon premier GN après avoir joué à Ishural l'année qui a suivi. Alors j'ai commencé avec un Maslarp. Donc j'ai commencé avec le plus gros de France. Donc j'ai commencé avec Candoria que beaucoup de gens connaissent. Voilà, et après j'ai fait des trucs plus petits, plus intimes, des murders et des trucs plus à l'ancienne, on va dire. D'accord. Ouais. C'est pas du tout la même expérience, c'est différent. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris en faisant mon premier GN, en organisant mon premier GN en tout cas, et en faisant aussi la suite, etc., et en commençant à organiser des GN, etc., c'est que globalement, c'est vrai qu'on parle de GN, mais on définit pas trop ce que c'est. Hein. Globalement, Oui, GN, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, c'est jeu de rôle grandeur nature. C'est du jeu de rôle grandeur nature. Donc en fait, on va tous dans un lieu, on est tous en costume et on incarne les personnages en vrai, en fait, avec des fausses armes, mais en vrai, on se bat en vrai, on fait c'est tout en réaliste avec donc il y a des GN où il peut y avoir 10 personnes, des petites murders, ça peut se faire dans un appartement où on joue un Cluedo quelque part, et ça peut être dans un champ avec 2000 personnes et des mecs en armure, des elfes, des orques et un univers, ça peut être un GN Seigneur des Anneaux, ça peut être un GN Warhammer, ça peut être un GN Star Wars, ça peut être un GN Marvel, ça peut être un GN NCIS, enfin ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc voilà, ça c'est le GN. Et en fait, donc c'est une autre forme de jeu de rôle en fait. Et en gros, si j'ai bien un truc que je me suis rendu compte en organisant des GN, c'est que il y a beaucoup de
les organisateurs de GN en France, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de critiques. Les gens critiquent beaucoup, mais après c'est comme dans toute communauté, tu vois, dès qu'on organise tout, les gens critiquent beaucoup, etc. Et donc il y a beaucoup de gens qui critiquent les gros GN de France, les plus populaires, etc. Beaucoup de gens qui critiquent Candoria, beaucoup de gens qui critiquent, etc. Tous les GN ont leurs défauts. Le mien aussi avait des gros défauts, hein, clairement. Tout le monde a ses défauts, mais en vrai, s'il y a bien un truc que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas facile d'organiser, les GN. Et en réalité, voilà, me mettre dans les chaussures des orgas, des gros GN à la Candoria ou à d'autres, c'est pas évident. Voilà, pas évident. Donc, pour les critiques, c'est un peu facile. Ok. Voilà. Moi, j'en ai toujours pas fait. Bah, pas depuis que je l'ai dit à Nathan. Ouais, bah, je te recommande. C'est très cool. Depuis que j'ai fait mes premiers jeux de rôle sur table, jeux de rôle papier, c'est sûr que je voulais en faire. J'avais fait justement quand j'étais au collège, j'avais fait des entraînements à l'épée avec Nathan déjà à l'époque, il nous apprenait à nous battre et tout. Et je voulais faire du RP IRL, je voulais faire. Mais bon, peut-être un jour, hein. Carrément. Non mais c'est clair, ce serait cool, ouais, carrément. Bah, j'aurais pas de truc à te conseiller pour démarrer, parce qu'en fait ça dépend de ce que tu cherches. Tout se vaut, je dirais, tout se vaut. Ça dépend ce qu'on aime en fait. Peut-être commencer par des murders, ça peut être intéressant, mais après peut-être il faut aller les trouver, il faut avoir des gens qui t'en proposent. Ouais. Après avec le confinement, forcément cette année ça a été un peu une année blanche en termes de GN. Bien sûr. Il y en a quand même eu quelques-uns cet été, hein. Il y en a quand même eu quelques-uns. Ouais, faut que tu regardes sur les pages Facebook en fait qui partagent des GN et des événements comme ça. Faut pas hésiter à s'abonner dessus, à se mettre dessus. Et, je suis abonné à Ishural. Oui, bah voilà, bah tu pourras peut-être venir à Ishural. Hein, bah moi carrément, avec grand plaisir pour le coup. Tu pourras peut-être venir à Ishural. Il y aura tout un tas d'infos qui sera mise à disposition des gens pour pouvoir créer leur personnage, etc. Je suivrai ça avec attention pour le coup. Yes. Est-ce que tu as, dans le jeu de rôle en général, mais ça peut être dans le cadre d'Ishural comme tu veux, est-ce que tu as un excellent souvenir à nous partager? Un souvenir qui t'a vraiment marqué? Il y en a. J'ai. Et on finira là-dessus, pour info. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a en fait, le moment où. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu ma première campagne avec les premiers joueurs, quand même. Enfin, la première partie, etc. C'était. Voilà. Où c'était vraiment, vraiment ouf. Et une campagne qu'on a finie juste avant le premier GN, campagne de Conquerom, avec les joueurs que j'y joue encore aujourd'hui, qui était très forte en émotion et qui a vraiment participé à. C'est ça qui a amené à ce que je fasse le premier GN, vraiment. Voilà. D'accord. Mais le moment précis, c'est quand en fait j'étais dans le GN, mais ça m'est arrivé à plusieurs fois sur jeu de rôle en fait, mais ça m'arrive aussi pendant le GN. C'est qu'en fait, quand tu te retrouves là en fait, et t'es au milieu de ta 100 personnes autour de toi ou 70 personnes autour de toi qui vivent, qui sont costumés dans qui, à première vue, c'est des costumes qui pourraient aller un peu dans n'importe quel univers. Ouais. Et quand tu les écoutes parler, en fait, tu vois qu'en fait, ils sont en train de parler des choses que tu as inventées, en fait, des choses que tu as créées. En fait. Ah, c'est beau. Ils sont là et en fait, ils sont en train de débattre et de réfléchir, d'essayer de comprendre et d'essayer et en fait, ils disent des choses et ils inventent, en fait, ils créent des choses, ils ont des idées. Et en fait, qui viennent de choses que tu as créées, en fait, à la base, en fait. Ils se sont nourris de ce que tu as créé et en fait, ils sont en train de vivre un truc, tu vois, qui marche, en fait, qui fonctionne, où les gens sont là et genre, voilà, ils vivent le truc et c'est toi c'est un truc que tu as écrit, en fait. Et ça, c'est fou. Alors, c'est fou, la gratification, elle est genre, tu te sens plus, enfin, tu te sens plus, c'est pas possible, quoi. T'es tout rouge, quoi. Tu vas pleurer, quoi. C'est un truc de fou. Et un autre point, je voulais mentionner ça parce que c'était très récent. C'était il y a 3 jours. C'était il y a 2 jours. C'était lundi. La dernière partie d'Ishural en jeu de rôle sur table, c'était lundi. 2 personnages qui se sont retrouvés. 2 joueurs. D'ailleurs, il y avait Nathan dans la partie. 2 personnages qui se sont retrouvés et qui ont une histoire très proche, qui avaient créé leur BG ensemble, etc., qui avaient une histoire très proche, et qui ont il y a eu un moment, il y a eu des larmes, etc. C'était un film, quoi. Vraiment, c'était un film. À savoir que Ishural, c'est un jeu de rôle aussi où je mets des images. En fait, il y a toujours des images. J'ai les portraits des joueurs, j'ai des animations, j'ai des vidéos, j'ai des trucs. Tout est toujours en visuel avec Roll20, etc. Donc il y a toujours des portraits des joueurs et des personnages. Donc c'est très visuel. Et en fait,
c'était vraiment un film en fait. C'était vraiment il y a eu un dialogue très très long entre eux où en fait j'ai pas eu besoin de leur dire quoi que ce soit parce qu'ils connaissaient tellement l'univers à force que voilà, et où en fait c'était que de l'émotion en fait. Et c'était voilà, on en avait les larmes aux yeux quoi. Donc c'était C'est beau, c'est très fort. Donc, cool voilà. d'en arriver à là sur du jeu de rôle. C'est ce que moi j'attends de. J'ai pas encore vécu. J'ai vécu des émotions très fortes, mais pas de joie aux larmes ou autre. Et ça, c'est un Ah ouais. truc. Non, on en a eu plein. Enfin, il y en a eu. J'en ai eu. Il y a eu plein de scénarios comme ça où ça a fini en larmes. Ça arrive souvent. Ouais. Mais bon, la musique joue beaucoup. Mettez des musiques dans vos jeux de rôle, les gens. Tu m'étonnes, bah, bien sûr. Ouais. Et, ok. Et bien, très bien. Un petit point que je voulais peut-être aborder. Vas-y, dis-moi. Il y a donc ça viendra, les gens en entendront parler probablement après le GN qui viendra, donc c'est pas pour tout de suite. Mais il y a une version d'Ishural que j'ai créée depuis 1 an et demi, 2 ans là, qui est une version futuriste, une version dans l'espace, qui s'appelle Ishural SG. Et ce truc-là, je compte faire des événements là-dedans. Bon, pour l'instant, il y a le Covid, je m'occupe de la suite du GN Ishural d'abord, mais après, il y a des choses qui se feront probablement dans un univers qui s'appelle Ishural aussi, qui a des grosses similitudes avec Ishural, mais qui se passe dans le futur, dans un monde futuriste, parce que c'est vrai que c'est un pan de l'imaginaire qui c'est très développé et en même temps pas beaucoup. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup de choses dessus, notamment dans le monde du gène, il n'y a pas grand chose. Et j'aimerais bien que dans le monde du gène, il y ait plus de futuristes. Et avec Ishural SG, je pense que voilà. Mais voilà, j'en reparlerai. Je voulais juste. Ça tease les gens, c'est beau. C'est ça. Ok, bah écoute, très bien. Donc, bah, pendant que tu parlais, bah, tu défouraillais, c'est bien, tu peux faire deux choses en même temps à ce niveau-là en tout cas. Ouais. Tu as défouraillé des robots à l'appel pour finalement arriver vers cette espèce de source énergétique qui est le Tesseract, un espèce de cube bleuté légèrement et qui autour d'eux gravite des genres d'électrons. Voilà, ça a l'air d'être plein de puissance. T'as un levier à côté qui permet de le stopper, en fait, de le désactiver. Au moment où tu l'attrapes, que tu le sors et que tu finalises ta quête finalement, une aura blanche t'englobe totalement et finit par disparaître et tu ouvres les yeux du coup dans mon laboratoire avec moi à côté qui t'a regardé bien attentivement, qui a observé toutes tes petites réactions, tes petits trucs. J'ai un bloc-notes où j'ai pu noter tout ça. La machine a enregistré plein de choses également et tu te réveilles donc dans mon laboratoire. Tu es vivant, ça s'est a priori bien passé. Ça, c'est bien. Et la première question que je te pose au moment où tu te réveilles de ta stase, et c'est la question que je pose à tous mes invités, c'est comment est-ce que tu définirais, attention elle est compliquée, hein, comment tu définirais l'imagination? Alors, ah oui. La fameuse question. Alors, le pire, c'est que j'avais réfléchi et j'ai oublié ce à quoi j'avais réfléchi. Non, alors. L'imagination, je vais être très terre à terre. Ça fait partie des procédés chimiques et biologiques qui nous servent, c'est l'un des procédés que l'humain a pour survivre. C'est l'une des choses qui est faite biologiquement pour qu'on survive et pour qu'on fasse survivre l'espèce. Et donc, c'est aussi important que tout le reste en fait. C'est quelque chose qui c'est ce qui nous permet d'avancer, de créer des choses, ce qui nous permet de créer des outils, etc. Au-delà de l'art et des univers imaginaires et des choses qu'on crée pour s'évader, c'est un mécanisme de survie en fait. Et les choses qu'on crée pour s'évader, c'est un mécanisme de survie. C'est l'imagination, c'est ça aussi qui a créé plein de choses, qui a créé les religions, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui a créé. Et en fait, il faut pas oublier que l'imaginaire, toutes ces choses qu'on invente, qu'on imagine, ça fait partie des choses dont on a besoin pour survivre en fait, biologiquement, vraiment dans notre physiquement en fait, parce qu'on voit souvent l'imaginaire comme quelque chose d'abstrait en fait, et on a tendance inconsciemment quand on y pense à le séparer de notre enveloppe charnelle en fait. Mais l'imaginaire en fait c'est dans nos tripes en fait, c'est vraiment un truc qui est corporel, charnel et biologique en fait, et dont on a besoin de manière, c'est vital en fait. Ok. Parce que voilà, c'est vital. Et ben c'est très cool. J'ai 3 fois j'ai posé la question parce qu'avec Nathan je n'avais pas encore la question en tête. 3 fois j'ai posé la question, 3 fois j'ai une définition différente et pour moi c'est parfait. Ok, bah écoute, je vais pouvoir te libérer de mon laboratoire. Est-ce que l'expérience t'a plu? Bah c'était vraiment sympa, vraiment posé, j'ai bien aimé, c'est très cosy, le mention spéciale pour l'artwork, la déco qui est très jolie, qui est très sympa.
Et puis pour toi, qui est vraiment t'es un mec super cool, très sympathique, très avenant, et c'est un plaisir de discuter avec toi. Eh ben, je te remercie, le plaisir complètement partagé pour le coup. Voilà. Je Ouais. remercie les personnes qui nous ont suivis ce soir, ceux qui ont un petit peu participé dans le chat. Merci à vous. N'hésitez pas à suivre la chaîne. La semaine prochaine, il y a un nouvel invité. J'en ai encore dans la manche à vous réserver. Après, je fais du streaming de jeux, tout ce qui est de plus standard. On chill, on papote. Donc voilà. N'hésitez Ouais, pas à c'est cool. suivre ça. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube aussi, où il y a plein de petites vidéos originales qui sont dans les cartons. Et les replays, bien sûr, des précédentes émissions. Allez, ciao tout le monde. Bonne nuit. Salut.